Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioTV.com. Get pirate or get out. OK, gros jeudi aujourd'hui sur Radio Pirate. Entre autres, autant les deux version pour les membres que nos amis dans l'autre gang, la grosse gang. Donc, vous êtes salués tout le monde. Gros jeudi, donc vestiaire aujourd'hui avec les boys qui vont être de retour pour la première de 2025. Ensuite de ça, on a... Gilles Parent est habituellement le jeudi, il va être le vendredi, OK? Donc demain, Gilles est avec nous autres. En fait, Gilles va passer nous voir aujourd'hui, mais ça sera présenté demain, donc pour une petite affaire familiale qu'il avait aujourd'hui. On a aussi, je pense qu'on a le... est-ce qu'on a un Jerry Business Network? Je pense pas, hein? Je pense que non, pas aujourd'hui, pas cette semaine. On est loadé, comme on dit. On est loadé. On a le lancement du week-end avec l'aubergiste et on a aussi Mathieu Bock-Côté qui va être disponible pour les podcasts des gens qui ont tous les podcasts en entier. Et on vous présente un 20-25 minutes de cette discussion de 1 heure dans quelques instants pour tout le monde. Donc, une petite discussion tranquille, hein? Je pense que oui. C'est parce que tout a été un peu... C'est que hier, on a fait à 1 heure fixe, on a fait, comme à l'habitude, le podcast avec Joe Hamel. Et on avait donné un rendez-vous à Mathieu à 1 heure. Et lui, il s'est branché avant la fin du podcast avec Joe. Donc, il est rentré dans le système dans lequel on est. Il est rentré dans une chambre d'attente. Une salle d'attente. Donc, dans une salle d'attente. Et là, donc, il y avait accès à ce que Joe racontait. Puis, une fois qu'on finit le podcast, on doit régler des petites affaires techniques et tout ça. Puis, là, Joe attend. Puis là, veut pas, on est tous là. Il y a Mr. White, il y a Jerry, il y a Jeff, il y a Mathieu, il y a Joe qui est là. Et là, les deux échangent des choses. Joe commence en lui disant Mathieu est toujours bien habillé, parce que vous savez que Joe adore les gens qui sont bien habillés. Lui, il trouve qu'on est dans une époque de pyjama, puis ça l'écoeure. C'est vrai que Mathieu est très bien habillé. Puis Mathieu est toujours bien habillé. Donc, Joe qui aime le beau linge, puis les belles affaires, dit Hey, Mathieu, t'es toujours sur ton. Donc, ça commence de même. Ça commence assez cool. Puis là, on jase. Je lui dis, mais écoute donc, je dis, garde, si ça te tente de rester avec nous autres, parce qu'il y avait comme une genre de complicité qui s'était formée, tout le monde riait un peu. Là, je dis à Mathieu, j'ai dit, Mathieu, je l'appelle Mathieu. Regarde, il y en a qui l'appellent MBC ou Mathieu Bock ou Mathieu Bock-Côté. Moi, je l'appelle Mathieu. J'imagine que c'est son prénom, Mathieu. C'est Bock-Côté, c'est son nom de famille, c'est ça? Oh, oui, c'est ça. C'est OK, parfait. Donc, je l'appelle Mathieu. Je sais. Moi, j'appelle toujours les autres des noms que personne ne les appelle. Donc, je l'appelle Mathieu, puis je dis, Mathieu, regarde, Joe est là, s'il reste avec nous autres, il n'y a pas de problème. Il dit, un chrétien parmi les païens, peu importe le nombre de païens, regarde, go, on y va. Donc, et à un moment donné, là, ça s'est mis à chauffer un peu plus. Et finalement, même Mathieu, mais Mathieu aime piquer, OK? Parce que lui, il utilise des bons mots et des mots polis, tu sais, il parle un peu comme il est habillé. Mais il parle comme il est habillé. Oui, il parle comme il est habillé. Puis, mais tu sais, c'est vrai que ça va ensemble. Il y a un côté baveux. Puis moi, j'aille pas ça partout. Non. Mais lui, il aime pas toujours ça. Tu sais, il aime pas toujours ça. Puis à un moment donné, il était pas content après Joe. Puis il a dit Anyway, je te respecte pas, etc. Donc, vous allez l'entendre un peu plus tard. C'est un bon moment. Par après, on parlait avec... c'est Mr. White qui a parlé avec Mathieu, puis il disait, c'était-tu cacophonique? Y avait-tu... c'était-tu trop de monde, etc. Puis là, Mr. White a dit, je sais pas trop, mais je vais aller l'écouter. Puis Mr. White a dit, non, il y a quelques endroits où ça brasse. Écoutez, c'est pas mal ça, là. Vous écoutez ce qui se passe en France, c'est pas mal un par-dessus l'autre, il y a beaucoup de monde. Oui, si vous écoutez CNN de ce temps-là avec les panels, entre autres, avec le gars qui est là pour défendre la droite, il y en a juste un avec 4 gauchistes enragés. Si vous écoutez The View, qui est un gros show aussi, ça bug un peu. Quand il y a de l'humain, puis qu'il y a des gens qui sont animés sur des sujets sur lesquels ils s'entendent pas trop, ça fait ça. Donc, mais ceux-là, les gens qui disent qu'il n'y a pas de débat au Québec, là vous allez en avoir un vrai. Là, puis le pire, c'est que, comme j'ai dit à Mathieu un peu plus tard, probablement que 75% du temps, on est d'accord. Et là, voyez-vous, c'est juste sur un point sur lequel Mathieu n'est pas d'accord avec la droite pirate, puis le côté... il nous explique ça sans problème. Moi, je ne suis pas soupe au lait, là, je veux dire, faire traiter d'Elvis Gratton. C'est pas la première fois dans ma vie que ça m'arrive. Là. Donc, il ne me le dit pas personnellement, mais je l'ai vu écrit dans quelques tweets et tout. Donc, il a à s'expliquer là-dessus.
Mais tu sais, c'est un point majeur pareil. C'est quelque chose de quand même assez gros. C'est un pays. Tu veux faire un pays. Là. Oh oui, je vous avouerais que moi, je suis un peu perdu dans toute cette histoire-là. Là. C'est drôle parce que c'est pas ma tasse de thé tellement. Là. Je veux dire, moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles des fois je décroche. Ça a déjà été important dans ma vie parce que mes parents étaient impliqués. Mais je veux dire, moi, personnellement, puis surtout que je n'étais pas là, je ne vivais pas au Québec lors du référendum de 1994, 95? 95. 95. Tu sais, j'étais pas au Québec à ce moment-là. Je suis revenu plus tard, à la fin de 95, quelques mois après le référendum, pour faire des petites saucettes de temps en temps. Donc, je n'étais pas trop au courant de toute l'histoire. Donc, j'ai décroché, je vous dirais, probablement dans les années 90 de toute l'histoire du pays. J'ai jamais été un souverainiste, j'ai jamais été un indépendantiste, j'ai jamais eu ça en dedans de moi. Regarde, ça n'a jamais été une de mes priorités. Je respecte ceux qui ont ça, là. Ceux qui rêvent à ça, je respecte ça. Chacun a droit à ses rêves, chacun a droit à... chacun peut, dans sa tête, s'imaginer ce qu'il veut. C'est sûr que quand ça a un impact sur tout le monde, mais là, ultimement, ça devient un sujet qui va toucher tout le monde, mais c'est pas le bien. Et ça arrive, tu sais. Il y a des fois, il y a des choses qui arrivent. Dernièrement, je vous disais, moi, l'immigration, c'est pas tellement ma tasse de thé non plus, mais ça devient tellement quelque chose d'important que là, finalement, de temps à autre, on doit donner notre point de vue là-dessus, même si c'est pas quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps. Bien, dans la vie de tous les jours, ça a un impact sur notre vie sociale, notre vie de où est-ce qu'on vit. Donc, il faut en parler. Récemment, regarde, hier, je voyais les histoires sur le tramway dans la région de Québec. Moi, si vous me posez des questions sur le tramway, j'en ai plus rien à foutre du Christ de tramway. Moi, j'en ai jusque-là du tramway. Qu'il le fasse pas, les histoires... Regarde, I don't fucking care, OK? Et je vous dirais que je suis à un cheveu d'être la même chose sur le troisième lien. C'est comme ça qu'on réussit à écœurer le monde. C'est en montrant comment on peut... juste à montrer notre médiocrité sur chacun des dossiers auxquels on touche, même les dossiers pour lesquels on est pour. On finit par en avoir plein le cul puis arrêter de parler de ça parce que tu dis, on verra pas ça de notre vivant anyway. Donc, c'est ça. Donc, hier, l'histoire du tramway, regarde. L'histoire du tramway, la face, c'est que la Ville de Québec dit que si ça aboutit pas, ils vont poursuivre le fédéral. Mais tu sais, ils vont poursuivre le fédéral avec l'argent de la Ville. Mm-hmm. Ben, il le faut. Mais la face, c'est qu'on est impliqué là-dedans. Là. Non, vous êtes impliqué au mois de novembre. Vous voterez au mois de novembre. Ça se rendra pas... la poursuite, elle sera pas là. Ça va être quand l'autre... Le gouvernement de Poilievre, il va rentrer probablement en octobre. OK? Donc, en octobre, ça veut dire que là, il va prendre le temps d'arriver, il va rentrer ses boîtes, on va mettre les photos après les murs, on va mettre les plantes, etc. 1 mois et demi, 2 mois après, donc en janvier de l'autre année, ils vont vous dire, ouais, on ne mettra pas d'argent dans le tramway. Mais là, il y a eu une élection au municipal 2 mois avant. Donc, si vous n'en voulez pas, si vous en voulez un tramway, voterez pas. Puis, si vous n'en voulez pas, vous voterez pour quelqu'un qui n'en veut pas. Puis après ça, ben, il faut vivre avec les conséquences de pour qui on vote. Moi, j'en ai plein de cul de ça. OK? Moi, j'en ai plein de cul de ça. Marchand était pour le tramway. Ah, il n'était pas pour le tramway dans cette affaire-là. Il était pour le tramway. Okay? Vous avez voté pour un gars qui était pour le tramway. Ouais, mais il y a tel pourcentage des gens à Québec qui sont contre le tramway, les gens n'en veulent pas. Non, oui et non. Vous avez voté pour quelqu'un qui vous a dit qu'il allait continuer le tramway de Régis Labombe. OK? La seule différence, il a dit je vais laisser les arbres, je vais baisser la patente pour pas qu'il y ait de butte de béton. Je vais faire telle chose, mais that's it. Mais ils avaient voté pour quelqu'un qui a comme projet un tramway. Ben, so be it, OK? À un moment donné, faut arrêter de penser qu'on vote puis que le vote n'a pas de conséquences. Vous avez voté pour Bruno Marchand. Je dis vous, je parle pas de toi, Jerry. Là. Je parle des gens de Québec qui se plaignent. Les gens de Québec ont voté pour un gars qui est pro-tramway. Puis, on n'a pas élu de conservateur. Ouais, mais c'est dégueulasse. Il y a tel nombre de personnes dans la Ville de Québec qui sont contre le tramway. Mais à l'Assemblée nationale, il y a eu 3 motions, 4 motions. Mais ils étaient tous pour le tramway. Ils ont voté à 125. Mais non, Éric Duhem, t'es pas pour le tramway? Non. À la Ville de Québec. À la Ville de Québec. Oui, Marchand, tu viens de dire, Marchand est à pro-tramway. Marie-Josée Savard, Christophe, c'est elle qui est pris à relève de la bombe. Gosselin. Ben, Gosselin, c'est un métro.
C'est pas le même projet. Ouais, mais c'est ça, là. C'est un rack, c'est un esti de rack à roulant. Là. Jackie Smith. Oui, mais Jean Rousseau. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de se présenter et aller faire une campagne? Non, je comprends. Stéphane Lachance fait quoi, lui, là? Mais Stéphane, il vient d'arriver, Stéphane Lachance. Pas grave. Qu'est-ce qui a empêché? Il y a combien de monde dans ce ville-là? Il y a combien de monde dans ce ville-là? Sont-tu 30 ou sont 600 000? Sont-tu 600 000? Il n'y a pas un citoyen qui a eu le goût de se lever et de dire, on va me présenter comme maire de Québec, puis il n'y en aura ni de tramway, ni d'autobus avec des capes de rouge jaune, ni des métros sous terre ou ni un métro dans les airs. Il n'y a pas un seul citoyen qui s'est levé puis il a dit, je mets ma face sur un poteau puis je me présente pour être maire de la ville. Mais endurez! Hey, à un moment donné, là, faut arrêter de broyer. Non, c'est de broyage. Non, mais c'est des changements. Moi, je vais te trouver, je vais fouiller, là, mais en 2021, jamais Marchand a dit qu'il était pro-tramway. Je vais le fouiller. Non, il n'a pas dit qu'il était pro-tramway. Non, il a zigouné une patente. L'affaire, je te dis, là, il n'a pas dit officiellement, moi, je veux un tramway. Ça, oui, il a dit qu'il était tramway. Je vais fouiller, toi, je vais te le trouver, qu'est-ce qu'il a dit. Non, mais ça fait pareil comme Legault. Legault, quand il a été élu, c'était du crossage. C'est une mauvaise représentation. Il est là le problème, c'est que c'est de la démocratie. La démocratie, c'est de la merde parce que ceux qui se présentent, c'est des estis de menteurs. Non. Non, regarde, tu vas le trouver. Ce que tu peux lui reprocher sur Marchand, c'est qu'il a dit, je suis pour le tramway, mais je vais arranger les choses qui vous dérangent. Donc, il y a des histoires d'arbres, les histoires que le boulevard était comme coupé parce qu'il y avait une butte de béton de 6 ou 8 pouces, des patentes de même. C'est ça et les histoires de fils aussi. Il voulait enlever les fils. Mais il n'a jamais dit qu'il était contre le tramway. Il était pour le tramway. Il était pour le tramway de Régis-Labaume tout le temps. Lui, il a dit, je vais continuer le projet de Régis, mais je vais l'améliorer. C'est ça qu'il a dit. Puis les gens ont voté pour lui. Puis à l'Assemblée nationale, les gens disent, hey, c'est dégueulasse. On a 125 députés sur 125 qui ont voté pour le tramway. Il y a eu des motions, 1, 2, 3 motions. À chaque fois, ces gens-là sont contre la démocratie. Ils s'en vont, puis ils votent pour alors que la moitié de la population de Québec est contre. OK. Là, n'est pas me dire qu'il n'y avait pas, à la dernière élection, qu'il n'y avait pas des candidats dans votre coin qui étaient contre le tramway. Il y en avait. 28 octobre 2021. Bruno Marchand n'est plus convaincu que le tramway est acceptable pour la Ville de Québec. Oui, mais ça, c'est quoi, ça? C'est quel... C'est quoi? Ça, c'est Radio-Canada. Oui. Mais c'était quoi son plan? Lisez l'article. C'est que le projet... Ce que lui disait pour essayer d'endormir le monde, c'est que le projet actuel, il allait le prendre puis il allait l'améliorer. C'était ça. Jamais il a dit qu'il allait pas être pour le tramway. Jamais il a dit ça. Ça, c'est pas vrai. Il a peut-être joué sur les mots. Il a peut-être endormi du monde qui sont trop endormis pour aller voter, puis ils ne devraient pas aller voter, là, parce que c'était assez évident qu'il était pour. Là. Il n'y a personne qui peut dire Bruno Marchand. Moi, je peux te dire une affaire. La bombe contre la madame, là, Madame Guérette, oui. Ça, c'est un maire qui a été élu et c'est un gars qui a menti pour se faire élire. Il aurait été élu probablement. Les gens votaient pour la bombe, les yeux fermés. OK? Mais c'était clairement un détournement de démocratie parce que tout le long de la campagne, il a dit je veux rien savoir d'un tramway, je veux rien savoir. Lui, c'était clair. Et il dit le tramway à Guérette, je le veux pas. Et 1 mois et demi après qu'il a été réélu, il a pris le projet de Guérette, il a enlevé un bout de ligne, il l'a tassé de 2 pouces sur le plan, puis il a dit gars, voici mon projet de tramway. Ça, c'était dégueulasse. De la part de la bombe, c'est pas... on a eu l'occasion de le mettre dehors. On avait beaucoup d'occasions de mettre ce gars-là dehors. C'est un gars pas gentil. C'était pas une personne très gentille. C'est quelqu'un qui était très, très cinglant envers beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui était très impoli. C'est quelqu'un qui s'est bafoué de la démocratie. Il le disait ouvertement. Vous m'élisez, après ça, fermez votre gueule, puis si vous n'êtes pas content, dans 4 ans, mettrez dehors. On a eu toutes les occasions de le mettre dehors, puis le monde a voté pour lui pareil. De là où on est, parce qu'à la base, c'est à cause de ça qu'on est là. C'est à cause de lui. Là. Mais Marchand n'a pas craché dans le... Marchand n'a pas dit il n'y aura pas de tramway, puis le lendemain qu'il est élu, il y a un tramway. Là. C'est pas le même que ça s'est passé. Là. Les gens savaient que Bruno Marchand, à 85 %, était pour le projet de la bombe,
mais qu'il écoutait parce qu'il était ouvert à des nouvelles consultations, mais il voulait pas de aucun. Il dit le projet est trop pharaonique, il y a trop d'argent là-dedans, c'est fou. Il dit je suis ouvert à d'autres consultations. Bon, vois-tu? Ben c'est ça la marde. Oui, mais défends pas les gens. Jerry, défends pas le monde, là. OK? Le monde, à un moment donné, là. Oui, mais il n'y a jamais personne qui a dit... Jeff, non, mais, si j'arrive là pour voter, j'arrive pour voter en 2021. Moi, je suis anti-tramway. Je vote pour qui? Ben, tu votes probablement pour le moins pire de la gang qui ne veut pas avoir ce projet-là zéro. C'était Jean-François... Gosselin. Son nom. Jean-François Gosselin. Tu votes pour lui? Malheureusement, en dernière minute, il est arrivé parce qu'il y a quelqu'un qui a dit dans son équipe, un zozo qui a dit dans son équipe, si tu veux le faire aimer par les journalistes, fais semblant que tu as un projet. Puis il est arrivé avec un projet de métro, alors qu'il n'y avait pas de projet de métro, là. C'était juste parce qu'il voulait essayer de convaincre Karine Gagnon qu'elle allait être pas pire. Encore une fois, ça nous montrait ce qu'il nous a montré par après. Par après, il est allé baiser les pieds du maire. C'est Dieu merci, on l'a Éric Duhaime, parce que si moi je m'en vais... C'est pas Dieu merci on a Éric Duhaime. Pourquoi on a Dieu merci on a Éric Duhaime? Non. Si je m'en vais voter à la prochaine élection puis qu'il n'y a pas d'Éric Duhaime, je vote pour qui? Mais t'as Éric Duhaime. Il y avait un Éric Duhaime à la dernière élection. Non. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que quand tu as quelqu'un qui se présente puis qui parle pour toi, ben tu as une place pour voter. Mais si cette personne-là n'existe pas, quand tu vas voter, ben, tu votes pour qui? La prochaine élection provinciale, si, mettons, Duhaime n'est plus là. Mettons, Duhaime, il dit « Ah, je file pas, puis j'arrête la politique. Et tu votes pour qui la prochaine élection provinciale? Pour qui tu votes? Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Il y en a un parti politique. Non. Je comprends pas le raisonnement. Le raisonnement, c'est que quand tu n'as pas le choix, le monde de la Ville de Québec, ils n'ont pas eu le choix. Ben, c'est pas vrai. Moi, j'ai voté pour Jean-François Chose. Je regrette parce qu'aujourd'hui, il est dans le même lit que le maire de Québec. Mais j'ai voté à cause de ça. C'était clair là, qu'il y avait un projet qui était très avancé avec une histoire de bureaux avec des employés dedans. Il y avait je ne sais pas combien de centaines d'employés. Ça dépensait déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions sur un projet hypothétique. Donc, moi, je suis allé voir le gars qui, à la dernière minute, nous a présenté un projet de... En fait, il n'a pas présenté. Il a dit « Ah, ben nous autres, si on fait un projet, ça va être un projet de métro, sinon il n'y a rien d'autre. » On savait bien que ça n'allait pas arriver, un projet de métro à Québec, Chris. Ah non, allume, là. On n'a pas 50 milliards à mettre dans une machine qui va faire un trou puis qui va... Voyons, c'est 1 milliard du kilomètre, là. C'est sûr que ça ne serait pas arrivé. Donc, je sais pas, j'étais pas un grand fan de ce gars-là, là, mais j'ai voté pour toutes les raisons qu'on vient de nommer là, parce que c'était le seul qui ne parlait pas du projet actuel. Il y en avait un qui n'était pas sur le projet actuel. Le projet actuel, c'est lui qu'on parle, là. C'est de lui, là. De tous les candidats qu'il y avait un seul candidat qui a dit le projet actuel ne sera jamais fait avec nous autres. C'est le gars qui est avec aujourd'hui, mais c'est Jean-François pas tant de choses. Il y en avait un. Donc, il y avait un choix. Alors, on ne va pas oublier ça, là. Puis, à la dernière élection provinciale, si vous ne voulez pas que 125 sur 125 votent pour votre crise de tramway que vous haïssez, là, ben, la prochaine fois, vous voterez pour un parti politique qui n'en veut pas. Il y en avait en 2000. C'est quelle date qu'on était? C'est 2021? 2021, les élections provinciales? Bien, en 2021, on a eu l'occasion d'élire Éric Duhaime dans Chauveau. On a eu l'occasion d'élire Stéphane Lachance à la place de Éric Kerr, je vois le vert. Je pourrais vous en nommer d'autres aussi. Bernard Drainville, puis la fille de Radio-Canada qui fait des voyages tout partout. Donc, la région de Québec, là, la région conservatrice de Québec, là, la région conservatrice de Québec a fait dans la pelle. OK? Bien, aujourd'hui, le monde doit vivre avec les conséquences de leur choix. C'est en 2022, la dernière élection. 2022. Mais je suis d'accord avec toi, là, on l'a fait dans la pelle, la dernière élection. Ben oui. On avait le choix. La Ville de Québec avait le choix, puis ça a chié. Mettons qu'on a 5-6 députés dans la région de Québec de l'équipe d'Éric Duhaime. Il y a une motion à l'Assemblée nationale. Vous avez, ce sont 5 députés, il y en a 120 qui votent pour de tous les autres partis politiques. On sait que ça représente un parti politique. Le monnaie, il va le rentrer dans la tête du monde, cette affaire-là. Là. Il y a un parti politique à l'Assemblée nationale. Ah non, c'est pas vrai, il y a des libéraux, non, il y a un parti politique. Ils votent toujours pour
125 unanimes sur tout. Okay? Il n'y a pas d'opposition là, il n'y a pas de parti différent là, c'est tous des partis pareils. Mais on a eu l'occasion de voter pour un parti différent, puis on ne l'a pas fait. That's it. Donc, s'il y avait eu 120 députés qui, on l'aurait pu identifier, puis on aurait pu dire, ben là, il y a 5 députés de la région où ce que le projet prévu, on vote là-dessus, puis les 5 députés sont contre. Ben, ça aurait un impact. Mais là, à 125, là, tout le monde se promène avec ça. Ah, oui, mais c'est un projet à lequel on tient, puis c'est un projet de ci, puis c'est un projet. Tout le monde raconte toutes sortes de sottises, alors que le monde n'en veut pas du tout de ce projet-là. Oui, c'est un détournement d'une certaine manière de la volonté du monde, mais dites pas que c'est un détournement démocratique. C'est ça mon point. C'est pas un détournement démocratique. On a voté pour un maire qui vous a dit, bon, le projet, puis c'est ça, on sait que la bombe l'a boudé pendant peut-être 6 mois, là. Pendant la campagne, il essayait de se détacher de la dauphine du maire Labaume. Puis il a dit, bon, ben le projet, on va le faire, mais on va le faire de manière différente. Puis on va consulter les gens. Puis là, celui-là, il est peut-être trop gros. Puis là, les arbres, les cibles, les sommes, il était pour. Donc, on a voté pour. Ah, mais moi, j'ai pas voté. Mais la société a voté pour. La démocratie, ça veut dire quelque chose. Sinon, on le fera plus, là. Sinon, on le fera plus. Sinon, on donnera ça à un PDG, on donnera ça à un président de CA, on donnera ça à quelqu'un pour gérer la patente, si on veut plus que ça marche de même. Mais ça marche de même. Donc, à l'avenir, ben, vous allez avoir la chance à Québec, là. C'est pas un jeu de mots, là. Stéphane Lachance à Québec, là, je ne sais pas comment ça va finir le nombre de candidats qu'il y aura, là, peu importe le nombre, là. Mais Stéphane Lachance, il y a un parti sérieux. Puis Stéphane Lachance, c'est un gars sérieux. Bon, il est boudé par quelques médias de bonhomme, là. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, laissez faire ça, là. Regardez-le aller, là, écoutez-le, là. Ce gars-là, il est sérieux, là. Puis les gens d'Ancienne Lorette, c'est gênant, je vois le vert, que vous avez redonné avec tout ce qu'on savait sur Éric Kerr, que vous avez donné un autre vote de confiance à Éric Kerr, alors qu'on a tout su ce qui se passait avec Éric Kerr, je dirais son incompétence dans le domaine dans lequel il est. On se pose des questions, comment ça se fait qu'il est encore là? Et qu'est-ce qu'il y a dans sa poche arrière pour garder ces jobs-là ad vitam aeternam? Mais une chose est sûre, si le premier ministre n'a pas le choix de le mettre là, les gens d'Ancienne Lorette, puis de ce coin-là, la prairie, je ne sais pas trop quoi, là. C'est pas ça, là. C'est quoi le nom de la pelleterie? Les gens de la pelleterie avaient la chance de le crisser dehors. Vous aviez un excellent candidat, probablement un des meilleurs candidats d'Éric Duhem. En tout cas, un top 5 facile. Il est passé proche. Mais il n'a pas gagné. Le gars qui a gagné, il fait partie d'un parti politique qui vous dit « On va faire telle affaire ». Un an après, ils font l'inverse. « On va vous donner telle chose ». Un an après, ils vous donnent l'inverse. C'est un parti politique, ils sont tous menteurs, mais c'est le parti politique les plus crosseurs qu'on a eu au Québec. Les gens les ont réélus même après la COVID. Ça a pris une histoire avec les Kings de Los Angeles pour que les Québécois se réveillent sur ce qu'était la CAQ. Imagine-toi, toi. Donc, Éric Kerr, avec tout le bordel qu'il a provoqué dans toutes les affaires qu'il a touchées, il y a eu 44 des voix, Éric Kerr. Hey, c'est 1 sur 2, là. Pense à ça un peu, là. La chance a eu 30. Bon, la chance a eu 30. Bien, vous aviez un super candidat. Puis ailleurs dans la ville, vous aviez aussi des super candidats. C'est de même qu'on se fait entendre. C'est comme ça que ça marche. C'est que vous voulez que je vous le dise. Donc là, moi, c'est pour ça que j'en ai jusque-là de ces dossiers-là. Là. J'en ai jusque-là. Moi, je les écoute plus. Pensez-vous que dans le projet de troisième lien, ça vient un peu de nous. C'est Jérôme Jolicoeur qui a parti le projet lorsqu'il était président de la Chambre de commerce de Lévis. Jérôme est arrivé avec sa maquette, s'est assis. Puis Jérôme est un chum que je croise souvent à Tempête, un bon Jack, un bon jeune, un bright, gars d'affaires extraordinaire. Je connais bien son père, André. Puis Jérôme dit j'ai quelque chose de pas pire. Et on l'a pris au bout de nos bras. On l'a parti sur Radio Pirate. On a fait un switch à un moment donné à la radio traditionnelle en même temps. On a amené ce projet-là. On a commencé à faire des autocollants. On a fait des ci, on a fait des ça. On a entré les députés de la CAQ qui étaient dans l'opposition à ce moment-là en ondes. On leur donnait du temps d'antenne. Je pense qu'une
Une fois par 2 semaines, on avait salut, Def. Comment ça va, Def? Oui, toi, t'aimes bien, Def. Je sais même plus. Il est encore là, lui, d'ailleurs? François Paradis, tu es encore là, non? Non, il n'est plus là, je pense. Non. Où il est, lui? C'est-tu fait battre, lui, ou quoi? Ou il a pris sa retraite, peut-être? Ah, il a pris sa retraite. En tout cas, on avait toute la gang, entre autres de la Rive-Sud, puis on avait le maire de Lévis qui venait. Rappelez-vous de ça, là. Puis là, ben, on était derrière ça. Je l'ai, la date ici de... Quand Jérôme Jolicoeur c'était le nouveau président de la Chambre de commerce de Lévis. Ça doit être 2016. Non, je l'ai ici 2013. 2013? Le temps passe-tu? Ben, vois-tu, puis... Ouais, mais quand je vous dis qu'on a des affaires à faire... Jérôme, là, qu'est-ce qu'il faisait là en 2013? Il sortait de l'école, oui, il était président de la Chambre de commerce de Lévis. Le gars sortait de l'école. C'est un brain, là. Mais, tu sais, lui, il s'est impliqué, puis il s'implique encore, Jérôme, dans un paquet d'affaires. Il essaie de changer des choses pour la Rive-Sud de Québec. Chaque fois que je le vois, il y a un projet dans la tête. En plus des projets qu'ils ont, lui, puis les fils à Jacques Tanguay, dans lesquels ils sont impliqués dans plusieurs compagnies immobilières, mais je veux dire, il y a toujours un projet de société, ce que je veux dire, pas un projet personnel ou un projet d'une de ses compagnies. Il y a toujours de quoi... Il aime la Rive-Sud, lui. OK? Lui, il croit au développement, au potentiel de la Rive-Sud. Puis pour lui, là, ça, c'est essentiel. Puis ça l'est encore dans sa tête. Chaque fois que je le croise, il m'en parle. Donc, on a levé ça, nous autres. Puis on a élu la CAQ, Joël Vert. C'est par la région de Québec et par le 3e lien que la CAQ a pogné son vent dans sa voile, puis qu'ils ont pogné le pouvoir. Puis regardez ce qu'ils ont fait. Puis quand ils nous disent, dans 5 ans, dans 7 ans, il va y avoir un pont, n'importe quoi, y a-tu quelqu'un qui y croit dans la place? Il n'y a personne qui y croit. Parce qu'on le sait qu'ils sont capables de n'importe quoi. Voyons, je te trosse plus zéro, toi. Dis-moi plus que tu vas me bâtir de quoi, tu vas me donner ci, tu vas me donner ça. Ma confiance, tu l'as perdue. C'est fini. C'est fini. Donc, crisse-moi patience avec ton projet de 3e lien, je ne veux rien savoir. Je sais que tu joues avec moi. Je sais que tu joues avec le monde. Je sais que tu joues avec le sentiment des gens par rapport à un autre projet que tu aimes moins, etc., etc. Regarde, c'est de la crosse. C'est de la magouille. C'est un paquet d'affaires. Moi, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Quand il y aura un parti... Ben, quand les gens de Québec... Parce que la CAQ ne le feront pas, là. Il n'y aura pas de pépine. L'élection, c'est quand? C'est le printemps... 26. 2026. Donc, c'est pas le printemps qui s'en vient, l'autre. Quand on va être rendu là, il n'y aura pas de pépine avec des poutres de béton qui vont être rentrées dans l'eau, dans le fleuve. Il n'y aura rien de ça, là. Il n'y aura absolument rien. Allez prendre des photos en ce moment, là, puis regarderez les photos au printemps 2026, ça va être pareil. Là. Bien là, vous aurez la chance d'élire un parti politique qui va vous donner ce que vous voulez. Voulez-vous avoir un genre de tunnel? Voulez-vous avoir un pont? Voulez-vous avoir... Il y a un parti politique, là, je le sais à l'avance, qui va vous arriver avec ça, là. Ils vont arriver avec d'autres affaires pour la région de Montréal. Ils vont arriver probablement pour le projet GNL Québec au Saguenay. Ils vont arriver avec un paquet d'affaires. Puis là, ben, vous allez avoir le choix entre la médiocrité, le statu quo, l'équipe de toute cette gang de partis politiques qui font semblant qu'ils sont dans une game politique puis qui chamaillent alors qu'ils sont unis. D'ailleurs, dans la presse de ce matin, la preuve de ça, il y a un texte sur là, depuis que Poilievre est là, à Ottawa, c'est plus du tout pareil, là. Comment il s'appelle, l'ancien gars de Victo, là, le gars qui a le vire-capot, là? Reis? Oui, Alain Reis. Alain Reis. Hey, là, moi, quand j'étais avec les conservateurs, on était des amis entre nous autres. On t'envoie pas à Ottawa pour faire un genre de boys club entre partis politiques. C'est pas un club social, ça, là. Vous êtes des équipes, puis si vous voulez vous voir à 7 heures le soir pour prendre une bière quelque part, vous le ferez. Mais le jour, c'est pas vrai, là. C'est les Rangers contre les Highlanders. Il n'y a pas d'amour là. C'est supposé d'être des playoffs Boston contre les Panthers à tous les jours. Ouais, mais là, depuis que Poilievre est là, c'est juste des gens qui chicanent, puis c'est terrible. Alors qu'avant, on était tous des amis. Ben, c'était avant le problème. C'est pas là le problème, c'est avant le problème. Donc, c'est ça qu'on a en ce moment. Donc, je connais son partenaire de bridge à Raïs. Ah oui? Oui, ben là, ils ne jouent plus ensemble. Là. Mais dans le temps que Raïs restait à Victo, moi, il y a quelqu'un que je connais très, très bien. Il est encore à Victo. Il est-tu encore à Victo? Ben oui, il est encore à Victo. OK, bon. Ben, c'est un joueur de bridge, ça, Raïs. Donc, peut-être que lui, quand il s'en va à Ottawa, il s'en va jouer au bridge. Là. Ça se peut, ça. Ça se peut qu'il aime jouer au bridge. Mais on aura en 2026 la chance. C'est en octobre, en passant.
C'est encore plus OK, loin. c'est en octobre. OK, c'est tabarnache, c'est donc bien loin. On a enduré la CAQ encore. On a enduré la CAQ encore 20 mois, 22 mois. Oui. 21 mois. Hein? Wow! C'est donc bien loin. Il y a le temps de tout crisser à terre. Il y a vraiment le temps de tout crisser à terre. On aura la chance, dans 20 mois, 21 mois, d'avoir du monde qui vont faire des choses que vous voulez. Mais je sais ce qui va arriver. Il n'y en aura pas d'élus d'Éric Duhem. Pas dans la région de Québec. Il va y en avoir un peut-être justement dans le coin de Victo, il va y en avoir un peut-être en Beauce, il va peut-être en avoir un proche de la rive sud. Sur la rive nord de Québec? Êtes-vous sérieux, là? Les pellules tiennent les boomers debout encore. Il n'y aura pas d'Éric Duhem. Il n'y aura pas de... On va passer proche, mais il n'y en aura pas. Parce que dans la place, il va y avoir, je ne sais pas moi, 40% de vieux. Et les vieux vont arriver là avec le jacket qui sent le coffre de cèdre. Puis là, ben, ils vont aller voter pour PSPP. Ah, mais il est beau, jeune, hein? Il est bon, il parle bien, là. Puis à la TV, ils ont dit que... Il est bien mais ça ne vous entretenu. tente pas de voter pour Duhem. Duhem, il est contre le tramway, puis il est pour le troisième lien, puis il veut faire ci, puis il veut faire ça. Bon, Duhem, je l'aime pas, moi. OK, vous l'aimez pas, pourquoi? Ben, je l'aime pas. Il parle bizarre. Ah, OK. Ouais, il parle un peu... Salut, Jeff. Non, OK, mais ça veut dire quoi, ça? Il parle bizarre. J'ai essayé de me trouver un point, pourquoi. Non, c'est parce que le seul point, c'est que parce qu'à TV, ils disent au monde de l'haïr. Hey, d'un sondage, Éric Duhem, c'est un des politiciens les moins aimés. C'est bizarre que c'est le plus intelligent de la gang. C'est celui qui s'exprime le plus clairement. C'est lui qui a les idées les plus définies. C'est lui qui est le plus bright de la gang. Et c'est lui que les Québécois détestent le plus dans les sondages. Donc, à partir de là, si c'est TVA qui mène, mais so be it. Bâtissez-les votre tramway. Mettez-vous dans la marde. Actionnez en plus avec des poursuites qui vont coûter en avocat 25-30 millions de dollars. Faites-les pas le pont. Laissez ça de même. Envoyez les autoroutes qui débordent d'un bord et de l'autre pour une ville grosse comme ma main. Puis, continuez de voter pour le PQ, PSPP. Mais il parle bien. Il parle bien. Si le gars, il pense qu'il y a des fermes de bots en Iran qui gèrent le compte du PCQ, puis que les pirates, c'est des robots qui arrivent de la Chine. Tu sais, je veux dire. On est dans le coucou pas à peu près, là. Ben, c'est ça. Donc, ouais, je suis un peu délusionné de tout ça, là. Je vais vous le dire, là. Je suis un peu tanné d'entendre le monde se plaindre alors qu'on a l'occasion de changer les choses, mais pour toutes les raisons du monde, on trouve un moyen de ne pas le faire. À un moment donné, il faut vivre avec ce qu'on fait. Donc, voilà. OK, voilà pour Jeff Liberté, première partie. On fait une longue partie qui dure quasiment 1h15 aujourd'hui. Donc, à un moment donné, on vous coupe. Désolé. Le but, c'est de vous avoir avec nous autres, avec la grande famille de Radio Pirate Prime. Il y a une semaine gratis sur le site. Allez sur radiopirate.com pour plus de détails. Vous pouvez entendre tout ça sur vos applications préférées. Si vous aimez Spotify, ben, même s'il y a un cadenas dessus, le cadenas se débarre pour vous autres. Hey, on vient. Vestiaire à venir et on lance le week-end avec l'aubergiste et Mathieu Bock-Côté. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Radio Pirate. Making history again. Donc, M. Blanc m'a mis un long texte pour me dire où était Mathieu Bock-Côté. Il est en France. Mais regarde, Mathieu, tu vas nous le dire. T'es là peut-être pas en permanence, mais quoi, le 2/3 de ton temps, t'es en France, c'est ça? Non, je reviens souvent à Montréal, mais je suis installé à Paris depuis 2021. OK. Donc, ta vie professionnelle, 80% de tes revenus sont faits en France, puis est-ce que t'es une, je partais pour dire une vedette en France, je ne sais pas si tu te considères comme une vedette, là, mais t'es un est-ce que on m'utilise pour moi, donc je vais l'utiliser pour toi. T'es un personnage controversé en France, c'est ça?
Alors, pour ce qui est des revenus, ça relève de l'intime, vous me le pardonnerez. Bah, Donc, voyons. mais je gagne ma vie des deux côtés de l'Atlantique. Je dirais à la fois chez Québécois et dans le groupe de CNews, le JDD, le JD News, le Figaro, et ainsi de suite. Bon, Europe 1. Cela dit... Mais tu fais pas 500 000 à 1 million par année, là. Tu es un mauvais agent. Mais je ne parle pas de mon salaire. Ben oui, je vais t'en parler, moi. Ça m'intéresse. Mais ça risque de s'arrêter assez rapidement. Mais là, en tant qu'authentique libéral, j'ai le souci de ma vie privée. Mais je ne dissimule pas d'informations sur le mode public. Une fois que c'est dit, on n'est pas des socialistes. Hein. Alors, une fois que c'est dit, non, je mène mon activité professionnelle des deux côtés de l'Atlantique. Et pour ce qui est de la France, controversé, j'en sais rien. Moi, je dis toujours, je ne sais pas qui décide de qui est controversé. Je considère, quant à moi, par exemple, que plusieurs figures à Radio-Canada, Madame Anne-Marie Dussault est très controversée pour moi. Je considère qu'une bonne partie du personnel journalistique de Radio-Canada est très controversé. Donc ça, pour moi, ce sont les gens controversés. Et moi, je me considère comme plutôt normal. Il y en a plusieurs chez Québécois aussi, là. Oui, non, mais bien franchement, c'est que moi, c'est le type d'étiquettes qui servent à marquer quelqu'un en nous disant, avant même qu'il n'ait dit un premier mot, attention, chien méchant, attention, méfiez-vous, attention, inquiétant, j'essaie de les laisser de côté. Ben, s'il y en a un qui le sait, c'est moi. Je faisais juste un petit clin d'œil sympathique. Je mets que t'es pas un personnage controversé. Hey, première chose à mettre au clair. Quelle est l'histoire, le lien de la droite pirate, droite QS, Elvis Gratton, etc. Je suis pas quelqu'un de... Je suis pas soupe au lait tellement. C'est pas le genre de choses qui me... Mais il y en a que ça dérange. Ça vient d'où? Et c'est quoi la définition? Y a-t-il un lien entre la droite QS et la droite pirate, etc., etc.? Ça part d'où tout ça, là? Alors, le point de départ, c'est qu'une certaine droite, qui s'exprime probablement dans cette émission et un peu ailleurs, qui a le même rapport à la question nationale que Québec solidaire. Québec solidaire dit, on est prêt à l'indépendance du Québec, à condition que ça donne une société éco-socialiste, féministe, municipaliste, décroissante, et ainsi de suite. Et si on n'a pas ça, l'indépendance, on n'en veut pas, ça vaut pas la peine. Puis de toute façon, il y a plus de chances de s'unir dans le grand Canada progressiste. Ce que j'ai appelé la droite QS de manière moqueuse, c'est que c'est une droite qui existe, qui dit l'indépendance en soi, on n'est pas contre, mais garantissez-nous une société libérale, moins d'État, moins d'impôts, avec une constitution quasi libertarienne. Et si on n'a pas de ça, l'indépendance, on n'en veut pas. Donc, dans les deux cas, on est devant des gens qui ont un rapport à la question nationale qui est le suivant. La souveraineté seulement si c'est au service de notre modèle de société. Ce à quoi je réponds que le propre d'un État indépendant démocratique, c'est des fois la gauche gagne, des fois la droite gagne, des fois le centre gagne, et personne, en ce moment, par exemple, et Stephen Harper, et Jean Chrétien, et Jack Meeting, aucun ne remet en question l'indépendance du Canada, même s'ils n'ont pas la même vision de la société canadienne. Et de la même manière, on pourrait donner des exemples ailleurs, mais sur le fond des choses, l'indépendance d'un peuple, normalement, et à droite, normalement, c'est su ailleurs en Occident, l'indépendance d'un peuple transcende les orientations particulières qu'on veut donner à la société. Donc, quand je me suis moqué plus ou moins gentiment de la droite pirate, c'était cette idée qu'elle avait le même rapport à la question nationale que la gauche QS, même si elle ne mettait pas le même contenu dans ses conditions. OK, mais ultimement, vous avez quand même besoin de la droite pirate. Si vous voulez bâtir votre... Parce que, OK, mettons que la prémisse de 50+1 qui est de la folie, là, de ne pas dire on va séparer tout ça, puis on va bâtir un pays avec du 50+1, je comprends dans les faits, mais ça vous prend un mandat très fort pour être capable de faire ce genre de choses-là, qui est quand même assez gros, puis où il y a énormément de risques. Ça prend tout le monde. Et vous devez, tu sais, de se moquer de ceux qui sont, de peu importe le nom, là, de la droite pirate ou etc., de ceux qui vont prioriser l'individu par rapport à l'étatisme et qui ont une crainte en voyant ce que le Québec est devenu au cours des 40 dernières années, qu'on s'en va vers un pays beaucoup plus socialiste qu'un pays qui va soigner d'un bord et de l'autre avec les élections. J'ai l'impression que c'est pas du tout. Si c'est le cas, ben pourquoi ne pas faire une constitution au départ et nous présenter cette constitution-là de ce nouveau pays où on va prioriser l'individu avant la machine et le gouvernement? Parce que de l'autre côté, on peut bien se moquer de la droite pirate et de la droite que nous, on représente. Mais celle de l'autre côté, elle est aussi pathétique. Où c'est tout État, c'est l'autorité, on l'a vu depuis la COVID. Moi, je trosse zéro ces gens-là, là, mais zéro, là.
si je peux me permettre, pendant des années, pendant près de 20 ans, très honnêtement, mon premier livre, mon deuxième plus encore, fin de cycle en 2012, j'ai critiqué, mais avec beaucoup d'insistance, la gauche QS, là, on ne l'appelait pas QS à l'époque, mais ceux qui disent la souveraineté, mais à condition seulement que ça vienne avec l'éco-socialisme et tout le tralala. Je les ai critiqués sans arrêt parce que je trouvais qu'ils handicapaient le projet national. Dans mon livre de 2012, fin de cycle, j'expliquais pourquoi ils étaient en bonne partie responsables de l'échec de l'indépendance du Québec, parce qu'ils avaient voulu confisquer l'indépendance en faisant leur joujou personnel et privé. Donc ça, j'ai pas manqué de les critiquer au fil du temps, et je pense que cette tendance n'est plus dominante dans le mouvement national aujourd'hui. Le mouvement national n'est plus dominé par ceux qui disent la souveraineté à condition que ça donne la social-démocratie, et ainsi de suite. Bon. De l'autre côté, je constate qu'il y a une autre mouvance qui a émergé ces dernières années. Je dis pas qu'elle n'existait pas avant, mais elle est plus audible maintenant, qui est l'autre, la mouvance dite droite pirate, appelons-la comme on veut. Je précise que j'ai pas fait carrière à gauche. Hein. Je suis pas exactement l'aile gauche du mouvement national. Je suis pas exactement l'aile gauche du paysage médiatique québécois. Mais je suis étonné de voir cette frange de la droite-là, qui n'est pas toute la droite, qui nous dit, encore une fois, la souveraineté. Il y a deux éléments. Il y en a une qui dit la souveraineté peut-être, mais à condition que vous cédiez à nos conditions. Et là, c'est là que je dis à cette droite, mais un instant, le propre d'un pays, c'est qu'il y a différentes tendances et personne n'a le droit de mettre la main sur la Constitution. Premier élément. Le propre d'une Constitution, c'est assez minimaliste. Ça organise les pouvoirs dans un État, ça organise le système politique, puis on essaie d'y mettre le moins de choses possible pour maximiser le jeu de la démocratie. Premier élément. Ensuite, la référence à Elvis Gratton, c'est qu'il y a une partie des gens, pas tout le monde, mais ça existe des gens qui, globalement, ont à l'endroit du Québec un discours mais qui est absolument effrayant. Sur le mode, les Québécois laissés par eux-mêmes, c'est des pas bons. Les Québécois laissés par eux-mêmes, c'est des ratés. Ils sont pas capables de s'organiser. Laissés par eux-mêmes, c'est des pauvres. C'est la version droite économique de ce que disait Trudeau, qui disait laissés par eux-mêmes, les Canadiens français, les Québécois, c'est des dictateurs, c'est le principe de l'ethnocratie, ce sont des nationalistes ethniques régressifs. Donc, dans les deux cas, il y a cette idée que les Québécois laissés par eux-mêmes, c'est globalement une gang de cabochons. Or, moi, je suis, en ces matières, assez confiant dans les Québécois. On n'est certainement pas meilleur que tout le monde, mais on n'est pas pire que tout le monde. On est un peuple démocratique, civilisé, libéral, plus social-démocrate qu'il devrait, mais ça fait partie des circonstances historiques qui sont les nôtres. Puis sur le fond des choses, je suis assez sévère envers ceux qui disent que les Québécois ont absolument besoin d'une tutelle étrangère pour être capables de s'organiser par eux-mêmes. Et ça, c'est ce que j'ai critiqué sur le côté Elvis Gratton. J'espère avoir clarifié les termes de notre échange. Non, c'est très clair, là, la droite QS, je pense juste dire, Joe est avec nous autres, parce que le podcast est diffusé jeudi. Joe était avec nous lorsqu'on a fait le podcast avec Joe le mercredi, puis Joe dit « Hey, je vais me joindre à vous autres », donc content c'est pas une embuscade, je voulais assurer Mathieu là-dessus, puis c'est très clair, là, votre distinction droite QS, droite QS dans le sens... la prémisse d'atteinte à la souveraineté versus ce qu'on veut et ce qu'ils veulent. La différence, je pense, fondamentale entre la gauche QS et la droite soi-disant QS, c'est que les préconditions de la gauche QS, c'est-à-dire de éco-socialiste, le wokisme, contre lequel vous êtes quand même bien battu, je dois le dire, depuis quelques années, vous avez quand même porté ce combat-là pour la liberté d'expression, contre la cancel culture. Le problème, c'est que la plupart de ces fléaux-là sont des conséquences de la croissance de l'État, M. Bock-Côté. C'est pas ma droite qui a créé justement les restrictions à la liberté d'expression. Donc, le fait moi, je compare beaucoup, par exemple, à la Déclaration d'indépendance qui prédate la Constitution américaine, où la plupart des valeurs fondamentales ont été listées très clairement, c'est-à-dire le droit à la propriété, le droit à la poursuite du bonheur, et on pense que ces droits-là sont self-evident. On n'a pas besoin de se justifier là-dessus. Donc, moi, je pense que ça devrait être la base d'une société libre qui soit le Québec indépendant. Puis, je suis pas plus d'accord non plus. Tu sais, vous nous identifiez par défaut à Trudeau père et à Trudeau fils et à la Constitution de 82, à la Charte canadienne des droits et libertés. Je suis pas plus satisfait de ces documents-là, moi. Et vous nous placez dans cette équipe-là un peu par défaut parce qu'on rejette le projet de souveraineté qui, même dans sa forme actuelle, M. Bock-Côté, est encore très éco-socialiste. Moi, l'espèce de mirage que PSPP est une espèce de... le PQ de PSPP est une espèce de PQ un peu à la Parizeau, c'est totalement faux. D'ailleurs, regardez la baisse des appuis de QS. La plupart de ces appuis-là se retrouvent au PQ, avec probablement une partie des appuis que la CAQ avait des anciens péquistes qui se retrouvent au PQ. On se retrouve essentiellement avec un PQ centre-gauche, avec certaines mouvances d'extrême-gauche. Il n'y a rien là-dedans qui donne confiance dans une certaine droite dans laquelle vous vous présentez un peu plus comme centriste
une droite du bon sens, disons. Il n'y a rien de ça qui est dans le projet de souveraineté du PQ, de PSPP à l'heure actuelle. Ben, moi, je tiens pour acquis, mais peut-être est-ce que j'ai tort, que le Québec indépendant va être une démocratie libérale. C'est-à-dire, globalement, le Québec indépendant va être une démocratie libérale, comme le sont les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Irlande. On peut faire la liste des bons. Donc, je tiens pour acquis que la démocratie libérale n'est pas une option, ça va être le régime dans lequel on va évoluer. Dès lors, moi, ce que je rappelle par ailleurs, c'est que dans une société, inévitablement, il y a le pluralisme politique est le reflet du pluralisme des valeurs. Donc, il y a des gens qui sont socialistes. Il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir trop. Et il est désagréable qu'ils soient trop nombreux. Et il va toujours avoir des libéraux. Il va toujours avoir des conservateurs. Il va toujours avoir des gens plus traditionnalistes. Il va toujours avoir des punks. Bon, il va toujours avoir de ça. L'indépendance du Québec n'est pas une réponse à cette question. L'indépendance du Québec est une réponse à une question que je considère que plusieurs laissent de côté. C'est le fait que pour un peuple, en général, mieux vaut contrôler l'ensemble de ses institutions, son système politique. Mieux vaut être majoritaire clairement chez soi qu'être minoritaire dans un ensemble où on doit toujours négocier nos intérêts plutôt que prendre des décisions qui s'imposent pour nous-mêmes. Mais dans ce système, imaginons que le Québec devienne indépendant dans 5 ans, ce qui est une possibilité. En fait, je pense que ça va être le cas. Eh bien, si c'est le cas, dans ce contexte, je voterai avec enthousiasme et sans hésitation pour un parti libéral-conservateur, un parti conservateur, mais sans hésitation. Mais le fait est que cette question-là est distincte de l'autre question, qui est celle du fait que les Québécois sont pas plus caves que les Moldaves, les Géorgiens, les Finnois, les Suédois, les Norvégiens. On n'est pas plus caves que d'autres et on est capable de se gouverner par nous-mêmes. Et par ailleurs, il y a un prix à payer, si je peux me permettre, à rester dans le Canada. L'ensemble des dérives wokistes qu'on connaît, elles touchent tout le monde occidental, mais dans le Canada, elles sont on pourrait dire que la Constitution canadienne est prédisposée envers tout cela. C'est le moins qu'on peut se dire. J'ajoute que être dans une structure fédérale, comme on le voit ici, où il y a une concurrence de 2 États qui veulent acheter la loyauté des citoyens, parce que la logique de l'étatisme, c'est de chercher toujours à créer plus de dépendance chez les citoyens, eh bien, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Cette espèce de surreprésentation de l'État parce qu'on en a 2. Eh bien, l'indépendance du Québec, par un presque effet, je dirais, de mon point de vue, inévitable, ça va nous amener à nous délivrer justement de cette concurrence des étatismes qui est nuisible pour tout le monde. Il se peut que je me trompe sur ça, mais sur le fond des choses, l'indépendance du Québec nous donne un cadre qui clarifie clairement notre vie politique, qui assure durablement notre existence comme peuple. Je confesse que c'est ma préoccupation principale. J'ai le souci que l'aventure québécoise qui dure depuis 4 siècles en Amérique, ça fait 250 ans qu'on résiste globalement. J'espère que c'est une histoire qui va se poursuivre et je considérais absolument triste à l'échelle de l'histoire que cette originalité nord-américaine que nous sommes disparaisse. Une fois que c'est dit, est-ce que le Québec d'aujourd'hui est trop étatiste? Absolument. J'ajouterais que toutes les sociétés occidentales le sont aujourd'hui. Est-ce que nos sociétés ont avalé une trop grosse dose de socialisme en la maquillant social-démocratie? Absolument. Mais c'est le cas de toutes les sociétés occidentales. Tout ça ne remet pas en question le fait que les Québécois devraient quand même se gouverner par eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui empêche, mettons, un Québec indépendant après plusieurs années de devenir un Cuba du Nord? On peut devenir, à un moment donné, un genre de Cuba du Nord. Oui, la politique interne, oui, mais à un moment donné, il y a un gouvernement qui arrive au pouvoir, et là, avec une certaine pression, on devient un genre de Cuba du Nord. Tu sais, les Cubains... Mais je veux dire, comme argument, si je peux me permettre. Il me semble que c'est un argument très 1978. Oui, mais les forces, ce que je veux dire, c'est qu'en moment, les forces... C'est pas très 1978, parce que on sait comment ça fonctionne. On l'a vu pendant la pandémie. Il faut juste payer des médias. Puis désolé, les gens de Québécois, tout le monde a fait partie. Puis je sais que à l'occasion, tu as été un des seuls, mais encore là, très limité, parce qu'il fallait faire très, très, très attention. Sinon, il y avait une pénalité financière énorme pour un média. Il y a un média au Québec qui a été pénalisé de sa vision, de qu'est-ce qu'il voyait de ce qui s'est passé pendant ces 3 ans-là. Et ces gens-là, pour acheter l'opinion publique, ont versé des centaines et des centaines de millions de dollars. Donc, on l'a vu pendant la COVID, que si, mettons, il y a des gens et qu'il y a une constitution qui n'est pas encore établie et qu'on laisse un énorme pouvoir à ce nouvel État, ce nouveau pays-là, et qu'il y a cette dérive-là, parce que là, actuellement, dans l'État, à part Éric Duhem, là, il n'y a pas... C'est 4 partis qui se ressemblent pas mal. On l'a vu pendant la COVID, il y a 125 personnes qui votaient toujours de la même manière. Donc, ces gens-là, là, vous avez qu'à payer les médias, vous avez qu'à contrôler les médias, vous contrôlez l'opinion publique, vous instaurez la peur, etc., etc. Ça dégrade. Il faut lire sur comment la Corée du Nord est devenue communiste
il faut aussi lire sur comment Cuba est devenu communiste. Cuba, c'est et ça se fait pas avec à coup de pied dans le cul en partant. Là. C'est là mon point. Il y a une méthode. Là. C'est là mon point. C'est que là, pour moi, je le précise, les scénarios que vous évoquez ont autant de possibilités de se réaliser qu'une prochaine invasion de Martiens dans les 6 prochains mois sur l'ensemble de la planète. Non, t'exagères. Ensuite, je vais répondre aux arguments, mais je considère que c'est lunaire, que c'est loufoque. Non, ça l'est pas. Ben oui, ça l'est pas. Ça l'est pas. Tu l'as vu. Mathieu, attends. J'ai parti une affaire, là, il faut que je parle. Mathieu, on est à 500$ de gagner un vote d'un Québécois, là. Arrêtez. Qu'est-ce qui est arrivé en mars 1959? Qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement provisoire cubain est révolutionnaire. Ce qu'ils ont fait, ils ont réduit les loyers de moitié. Pourquoi ils ont fait ça? Pour faire plaisir au peuple? Pour les mettre de leur bord. Et ensuite, les années subséquentes, par la suite, ils ont nationalisé le pays au complet. C'est-à-dire, à un moment donné, tu sais, c'est-à-dire, oui, on a confiance aux Québécois, mais et où la force cubaine présentement? Les Cubains, la force vive de Cuba, sont à Miami, sont pas à Cuba, sont à Miami. Est-ce que tu veux, Mathieu, est-ce que tu veux que les forces vives du Québec vivent en Floride dans 20 ans? Non, mais là, moi, je veux pas. Moi, je veux que les forces vives vivent au Québec. Bon, c'est ça qu'on veut, nous autres. On est d'accord sur les forces vives. Pour le reste, j'ai l'impression, mais je m'en désole, que vous habitez une maison hantée ou un film de Wes Craven. Non, c'est pas mal, vous avez le droit. Mais le fait est, là, l'histoire longue... N'importe quoi. À l'instant, on vient de m'expliquer que le Québec a un double destin possible, la Corée du Nord ou Cuba du Nord. Le n'importe quoi, c'est ça. Ensuite, non, c'est pas moi, j'ai une autre vision d'un Québec indépendant. Je vais juste répondre un instant aux arguments, là, si je peux me permettre. Pour la période COVID, je précise que moi, j'ai écrit ce que je pensais pendant cette période-là. Donc, quand je remettais les choses en question, et puis jamais personne ne m'a dit « fais ça, fais pas ça ». Dans la chronique qui est la mienne, elle ajoute partout, j'avais une totale liberté de dire ce que je pensais. Puis si j'ai remis en question progressivement les mesures sanitaires et ainsi de suite, c'est parce que c'était ma conviction. Donc ça, premier élément, j'ai pas reçu de je ne sais qui un coup de fil. J'écrivais ce que je pensais. Premier élément. Deuxième élément, la tradition politique du Québec est une tradition démocratique libérale. C'est une des plus vieilles qui soient. Les Québécois se sont appropriés les institutions du parlementarisme britannique depuis longtemps. Nous sommes une société qui a quand même le sens des libertés. Ça pourrait remonter à Nouvelle-France à bien des égards. Un certain individualisme qui fait partie des forces du Québec. Donc, si ensuite on dit que le Québec est indépendant, bon, si on veut raconter l'histoire de Cuba du Nord, je sais pas quoi répondre à ça, sinon que ça répond davantage, à mon avis, à des peurs personnelles qui relèvent peut-être de l'enfance. Mais pour ce qui est de la politique concrète du Québec aujourd'hui, dans un Québec indépendant, globalement, il va y avoir une constitution je dirais, à l'occidental, telle qu'on les connaît un peu partout. Il va surtout avoir, je crois, un système démocratique à peu près normal. Et je sais pas, en fait, c'est un peu étonnant de devoir argumenter sur ça. L'argument du Cuba du Nord, les fédéralistes l'utilisaient dans les années 70 et savaient eux-mêmes que c'était pas crédible. Donc, je suis surpris de voir que certains l'utilisent encore aujourd'hui. Pour la Corée du Nord, ben là, j'ai l'impression que c'est un monde parallèle. Et pour ce qui est de la COVID, je note que toutes les sociétés occidentales, puis je dirais l'ensemble de la planète, a participé à cette période-là. Non. D'ailleurs, c'est mon point, M. Bocoté, c'est que d'ailleurs, l'arbitrage entre les juridictions aux États-Unis notamment, a prouvé qu'il y a des intérêts pour être notamment pousser la liberté individuelle et aller contre un discours qui est souvent dominant, comme dans le cas de le discours autoritaire qu'on a vu pendant la COVID. C'est qui les États qui sont démarqués? La Suède, parce qu'ils ont des questions, il y a une question constitutionnelle, il y a des questions peut-être plus dans leur culture d'être sceptiques sur des tendances plus collectives comme ça. Et ensuite, le Texas et le Texas qui a suivi la Floride. Il y a eu des outliers, excusez, j'utilise quand même pas mal d'anglicisme. Il y a eu des outliers qui ont littéralement peut-être sauvé pas mal d'affaires qu'on va pouvoir voir avec le recul. Mais d'ailleurs, je reviens sur ce principe de juridiction entre les États, pour moi, qui est fondamental. Si cet arbitrage-là est possible, ça force les États à être meilleurs. Et on voit les migrations qu'il y a vers les États du Sud à l'heure actuelle, et elle est totalement démentielle. La bourse de New York veut s'établir à Boca Raton, M. Bocoté. Pourquoi? Parce qu'ils ont un régime fiscal. Ils ont aussi, la plupart du monde veulent aller habiter là. C'est mieux que New York aussi. Donc, il y a quand même des critères qui attirent. Les gens votent avec leurs pieds. Mais je veux ramener votre argument. Tantôt, vous disiez, le Québec est un peu à la remorque parce qu'il fait partie du Canada. On est un peu comme limité par ce Canada-là. Mais qu'est-ce qui empêche le Québec, province, d'atteindre son plein potentiel que vous? Parce que si on part de la prémisse que les Québécois sont bons, sont créatifs,
Puis moi, je suis relativement d'accord avec ça. Le problème, c'est que les chiffres pointent dans une totale autre direction, M. Bocoté. C'est un des États les plus pauvres dans l'Amérique du Nord. C'est une des juridictions, c'est une des provinces avec le moins d'investissement privé. C'est un des États de l'Occident où l'État a le plus de poids dans l'économie. Il y a le moins de brevets. Il y a plus. Savez-vous comment d'entreprises ont rentré en bourse au Québec dans les dernières années? Je veux dire, c'est un creux historique. Donc, si la prétention que vous avez sur le peuple québécois et sa créativité et le fait qu'elle est, pas dire vraiment meilleure que les autres, mais aussi bon que les autres, si c'était le cas, on le verrait même dans un Québec-province, M. Bocoté. Alors là, il y a différents éléments. Je réponds au dernier argument avant de répondre au précédent sur la COVID. Le fait est que le Québec, moi je suis pas du tout de l'école qui dit le Québec est exceptionnel en tout, on se démarque en tout, on est formidable en tout. Ça, je prétends pas ça. Je dis simplement, mais encore une fois, si vous nous expliquez, si votre argument consiste à dire que le Québec a pas assez de brevets, puis le Québec a pas assez de ci, puis le Québec a pas assez de ça pour être indépendant, puis tant qu'il y aura pas développé son modèle économique, sa société de telle manière qui va atteindre vos critères pour être enfin digne de l'indépendance, puis en attendant, on reste sous le gouvernement, globalement, sous le gouvernement du Canada, sous le régime fédéral canadien, c'est une lecture des choses qui me semble étonnante. Je considère, quant à moi, que le peuple québécois, encore une fois, moi je l'ai inscrit dans le cadre occidental plus largement, le peuple québécois, qui par ailleurs, si on doit à tout prix entrer là-dedans, a porté longtemps les marques de la domination qu'il subissait. Faut juste pas complètement évacuer l'histoire non plus. Longtemps, on a porté ces marques-là. Le rattrapage qui s'est opéré quand même en l'espace de quelques décennies est impressionnant. Est-ce que par ailleurs, le prix à payer du rattrapage des 50-60 dernières années, c'était un étatisme trop grand? Je suis d'accord, mais rien de tout cela ne remet en question pour n'importe quel peuple de la Terre, je me permets d'y revenir, la nécessité d'être responsable de son destin. Ensuite, je pense vraiment, mais ça c'est une pure hypothèse, ça je peux pas le démontrer, je pense que l'indépendance donne un boom créatif dans un peuple. Je pense que l'indépendance donne une espèce d'élan nouveau dans un peuple. Je pense que l'indépendance permet de se dégager d'une forme de provincialisme qui est le prix à payer à la fois pour la longue histoire du Québec, qui est une histoire sous le signe d'une autorité étrangère, et par ailleurs de l'enfermement dans le cadre canadien qui nous amène toujours à nous définir dans une logique plus défensive parce qu'on doit toujours défendre nos intérêts dans un espace politique où notre poids est en constante minorisation. Mais imaginons que tout ça soit pas vrai. Je pense que mieux, je vais le dire en anglais, c'est une formule que vous devez apprécier. Good government is not a substitute to good. Donc, c'est ça. Enfin, je le dis en français. Le bon gouvernement n'est pas un substitut au self-government, au fait de se gouverner soi-même. Le fait d'être bien gouverné par l'extérieur n'est pas un substitut au fait de se gouverner par soi-même. Et moi, je pense que fondamentalement, il y a une valeur en soi. Et vous qui êtes, normalement, si je comprends bien, vous inscrivez dans la droite, entre guillemets, la plupart des droites occidentales, en fait, je n'en connais pas d'autres qu'au Québec, valorisent l'indépendance nationale. Trump, c'est le moins qu'on puisse dire. Poilievre, c'est le moins qu'on puisse dire, on le découvre aujourd'hui. En France, on le voit, en Suède, en Italie, fait partout. Mais il y a une originalité québécoise qui consiste à dire que nous, on a besoin d'une tutelle de l'État d'à côté parce qu'on fait pas assez de brevets, si j'ai bien compris. Mais moi, je veux pas juste changer de chandail pour changer de chandail, M. Bocoté, parce que la dynamique... non, pardon, un instant. La dynamique de domination du Canada et l'influence que ça a sur la politique québécoise, elle est valide dans les deux sens aussi. On a vécu les 10 années de gouvernance Trudeau qui ont très bien servi en passant le gouvernement de la CAQ. Ils ont tout encaissé les chèques, tous les déficits des dernières années. Il y a une bonne partie de ces déficits-là qui vont au Québec. Puis on peut parler de la péréquation. Mais la dynamique, le changement peut se faire en direction inverse. Regardez la direction que prend Poilievre a dit non, il n'y a pas de fonds publics qui vont aller pour le tramway de Québec. Je veux dire, la dynamique peut aller dans les deux sens, dans le sens que l'influence peut aller aussi dans un sens. Et on perdrait cette dynamique-là dans un contexte où un Québec, on vous fait pas confiance. Vous allez avoir les leviers du pouvoir. Vous allez avoir le first mover advantage pour faire la souveraineté. Pour ensuite, vous allez avoir les leviers du pouvoir pendant les premières années, en plus passer à l'histoire. Ce que volontairement vous voulez faire. C'est un peu ça. C'est un projet de vie. Et vous l'avez dit, c'est quelque chose qui insuffle une certaine créativité. Dans le fond, c'est un genre de club social, votre histoire, là. C'est une espèce de voyage de gang. Vous allez nommer vos amis ambassadeurs, tout ça. Puis je veux dire, c'est quand même un projet de carrière pour les gens comme PSPP qui n'ont pas très bien réussi dans le monde en général. À ce moment, vous devenez médiocre. À ce moment, la conversation, théoriquement, devrait s'arrêter parce que vous ne vous situez plus sur le plan des arguments. Vous mettez à insulter des gens. Non, c'est des arguments. C'est des gens. Non, mais M. Bocoté, c'est quand même porté par des gens qui sont profondément pas impressionnants, là. Vous n'allez pas dire... Pour qui vous prenez? Mais pour qui vous prenez? Mais regardez des gens comme PSPP qui étaient aux côtés de Mélanie Joly, il y a quelques années, se ramasse à la tête du PQ, pensez-vous que ces gens-là... Mais c'est quoi, regardez les... Non, mais là, vous déplacez complètement le débat. Premièrement, on était dans une discussion
fondée sur la question nationale. Là, maintenant, vous lancez des espèces d'attaques médiocres, si je peux me permettre. Ben, en fait, vous lancez ces attaques-là sur l'ensemble du Canada. Non. Moi, je critique je critique un système politique. Je critique le dérèglement d'un système politique qui dessert le Québec, à mon avis. Je plaide pour l'indépendance d'une nation, la nôtre, et je pense qu'on est suffisamment capable de le faire. Vous attaquez le chef du Parti québécois qui, à ce que j'en sais pour l'instant, je ne vais pas me faire son avocat, mais à ce que j'en sais, s'est emparé d'un parti qui était condamné à la rubrique nécrologique, a été capable de le reconstruire, a été capable de lui permettre de traverser une élection, a été permettre ensuite, il est premier dans les sondages aujourd'hui. Si je peux me permettre, ça compte. Et par ailleurs, dans sa vie privée, dans sa vie antérieure, c'était tout sauf un échec. Vous savez, il y a des gens politiques, Parizeau, c'était ça. Il y en a d'autres. Il y a des gens qui auraient pu avoir... on va pas comparer. M. Parizeau négociait la dette du Québec à 30 ans Un instant. Moi, ce que je constate, c'est qu'à un moment donné, la vie politique, il y a des gens qui auraient pu avoir une vie, une carrière professionnelle dans la vie privée, dans le privé, pardonnez-moi, tout à fait significative, puis ils font le choix parce qu'ils ont des convictions de l'engagement pour leur pays. C'est vrai dans toutes les causes, soit dit en passant, puis je trouve que vos attaques à l'endroit de Paul Saint-Pierre Plamondon sont non seulement injustes, mais elles vous tirent vers le bas. Vous devriez vous contenter de critiquer ces idées. Il y a personne qui prend ces gens-là au sérieux, M. Bocoté. Il y a personne du monde financier. Il y a personne qui prend ces gens-là au sérieux. Regardez les gens qui entourent M. PSPP. Vous n'allez pas comparer ça à Parizeau et à René Lévesque quand même. Je veux dire, c'est une insulte au Parti québécois, là. Vous aurez compris, mais ça vous a peut-être échappé que le Parti québécois, il y a encore 3 ans, était destiné, je l'ai dit, à la rubrique nécrologique. La reconstruction d'un mouvement, la reconstruction d'un parti, ça prend du temps. Pour le reste, si on revient à l'essentiel, votre propos témoigne, à mon avis, vous êtes symptomatique de ce mépris spontané qu'on a envers les Québécois. Vous utilisez souvent la formule sur Twitter, la droite crévenez. Il y a quand même, il y a chez vous une charge de mépris que vous êtes incapable de retenir. Totalement. Je vous laisse le mépris pour les Québécois. Pas les Québécois, M. Bocoté, une certaine partie des Québécois qui ont une vision fantaisiste. Vous voulez que changer de chandail? OK, ben voilà pour MBC, Mathieu Bocoté, pour la version gratis pour les pirates cheap qu'on adore. Vous êtes salués. Si vous en voulez plus, venez faire un tour dans la version Prime. Il y a une petite semaine de gratuite. À venir, on a le vestiaire et on lance le week-end avec l'aubergiste. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! OK, il n'y a pas de Guy, c'est ça, il me l'avait dit, il n'y a pas de Guy. Hey, bonne année, mon chum Les, que je suis content de voir. Lift, Les, c'est donc bien beau. T'es tout, on dirait que t'es, je sais pas, on dirait que t'as pris de la maturité dans le temps de Noël. Je suis blême pas mal, hein? On dirait que t'as blanchi un peu, là, d'un côté, puis toute la patente, là. Ouais. Hey, Max, t'es salué aussi. Max a des cheveux. Ouais, donc, c'est des fois des cheveux, des fois rasés. Je peux pas expliquer pourquoi. Bon. C'est sûr que la vedette de la gang est là. Jerry est là. Dodu, il travaille. Donc, Dodu travaille, c'est ça, il travaille. Dodu, il est dans le jus, donc on le salue. À un moment donné, il va nous buzzer. Hey, quoi de neuf dans le temps des fêtes, les amis? T'as peu qu'est-ce qui est arrivé avec le Canadien, gars? Sacrement. Je vais te dire une affaire, c'est... il est arrivé, je sais pas quoi, là, mais... Les gars, ils ont commencé à jouer sur le sens du monde. Tu sais, quand... Moi, depuis un an, je me dis, quand Armia va, tout va. Je sais pas si vous le regardez jouer. Ouais, mais c'est une drôle de relation. Non, mais regardez, Armia, là, mettons, si tu regardes là, juste son jeu, là, il est pas excellent. Mais il fait sa job. Il fait paraître Evans pas mal meilleur qu'il est. D'accord. Les bagarres là, à 1 contre 1 d'un coin, là, j'aimerais ça savoir c'est quoi son pourcentage de winning battle. Ça doit être incroyable.
Puis il donne jamais la rondelle à l'autre équipe pour se mettre, ou rarement. Oui, mais pourquoi, lui, on a tendance, des fois, quand le Canadien va pas bien, à dire « Qu'est-ce qu'il fait là, Armia? » Pourquoi on a Armia? Mais quand ça va bien, Armia, il a l'air d'un genre de leader. Puis quand ça va nulle part, on a l'impression que c'est un boulet. Ben, encore là, regarde, ce que je viens de dire, c'est ça. Armia va, le Canadien va. Ça vient avec. Mais c'est quoi la corrélation, Les? C'est-tu parce que le Canadien va bien, fait qu'Armia suit le bateau, ou c'est qu'Armia est assez influent pour faire changer de bord le navire? Moi, je pense que Armia suit le flow. Le courant s'en va d'un bord, Armia va suivre le courant. Tu sais, c'est Montembeault, c'est Dobesch, c'est Lane Hudson, c'est Cole Caulfield, c'est Patrick Laine, c'est Alex Carrier, puis c'est Nick Suzuki qui ont fait changer ce paquebot-là de côté. C'est pas Yoel Armia, là. D'accord, sauf que la 4e ligne du Canadien, là, d'après moi, c'est la meilleure 4e ligne de toute la Ligue nationale. Si on regarde les statistiques, si on regarde les buts contre, les buts pour, si on regarde... Tu sais, on y va beaucoup statistiquement maintenant, là. Ouais. Mais, tu sais, tu as marqué dans tes affaires, Armia, pas Armia, mais Evans, on fait quoi avec? Maudite bonne question. On peut pas faire la même affaire qu'on a faite pour 3, 4, 500 000 qu'on a fait avec le Québécois Dano? qui était à Montréal. Oui, c'est ça. Dano, on peut pas faire ça. Il faut le garder. Là. Depuis, lui, là, il est né... Je veux dire, il est né. Il a commencé à jouer dans la Ligue nationale à Montréal, puis d'après moi, il veut rester là. C'est le chum des gars. Faut que tu gardes ce gars-là. Comment ça va coûter? C'est sûr que ça va coûter cher. Tous ces gars-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ou très rarement. Puis mais qu'est-ce qu'il y a pas? C'est quoi? Mettons que tu es son agent, tu pitches quoi sur lui pour avoir le gros chèque? Moi, je pitch que c'est un bon gars d'équipe parce que tu ne l'as jamais vu bouder. C'est lui qui a le plus de jeux en désavantage numérique. C'est lui qui joue contre les... Quand il va à l'extérieur, là, il joue souvent contre la meilleure ligne, l'autre bord. Là. À Montréal, il le fait quasiment tout le temps, mais à l'extérieur, ils réussissent à le faire. OK. Je pose la question. Est-ce que, si, mettons, on laisse aller, c'est-tu le genre de gaffe à la Dano on pourrait faire? C'est-tu une bonne comparaison, Max? Pas autant que Dano, mais oui, c'est une gaffe si tu laisses aller Jake Evans. C'est laisse super bon point. Sur le piqué, là, en infériorité numérique, tes 3 gars les plus utilisés, c'est Evans, Armia puis Dvorak. Puis les 3 peuvent partir joueurs autonomes l'été prochain. Puis ton piqué, en ce moment, il fonctionne. Je veux dire, c'est un des trucs qui marche bien chez le Canadien. Fait que, tu sais, oui, je t'ai dit Caulfield, oui, je t'ai dit Suzuki, mais tu peux pas laisser partir les 3. Dvorak s'en va. Fait que tu peux pas laisser partir Evans puis Armia. Peut-être Armia. Il faut que tu fasses attention. La question, c'est combien ça vaut Jake Evans? On veut tout garder Jake Evans. Mais Jake Evans, il compte sur 30% de ses tirs en ce moment à 27, mettons 28. Puis en moyenne, dans sa carrière, ça a été 8-10. Fait qu'est-ce qui va arriver? Puis ça a commencé à arriver depuis 2-3 games, c'est qu'il shot, puis il pogne des poteaux, puis il se fait arrêter ses tirs parce qu'il a quand même joué au-dessus de sa tête offensivement. Ça vaut combien, Jake Evans? Pour vrai, c'est ça la question. Si c'est à 6 millions, tu le laisses partir. Si c'est à 1, tu le gardes. Il est où le middle? À quel point? Ouais, en fait, c'est combien il vaut. C'est combien il vaut. C'est ça. C'est combien il vaut, le laisse, d'après toi? Ça vaut pas loin de 3,5-4 millions par année. OK. 3 millions et demi, 4 millions par année. Canadien dans sa structure, est-ce qu'il est capable de le garder? Ben, t'as pas le choix. Excuse-moi. Non, mais c'est pas une question de choix. Je te demande juste, Max, au niveau de la place, est-ce qu'ils ont de la place pour 3,5, 4 pour un gars de même? La bonne nouvelle, c'est que tu as des contrats qui vont venir à échéance là. Il y en a beaucoup dans 2 ans. Puis d'ici 2 ans, le plafond salarial peut augmenter de 5 à 9 millions par année, dépendamment de si l'association des joueurs signe ou pas pour une montée plus élevée que la convention collective. Bref, il va se créer de l'argent qui n'existait pas. Il y a un lousse qui va apparaître. Fait que c'est à Kent Hughes et Jeff Gorton de décider ce qu'ils font avec le lousse. S'ils veulent le prendre pour signer Evans, ils peuvent le prendre de façon comptable parce que le plafond va augmenter beaucoup. Fait que oui, ils peuvent le faire. OK. Dvorak est parti, lui. Pourquoi il est parti, lui? C'est quoi l'histoire? Parce que Max l'a dit, il y a 3 joueurs qui sont sensiblement dans la même chaise. Il y a Evans qui est le plus jeune. Lui, c'est un no-brainer, il faut que tu le gardes. Moi, Armia, je l'aime. Fait que lui avec, mais... J'entends dire qu'il va falloir qu'il signe à rabais, il va falloir qu'il signe moins cher que là pour rester à Montréal. C'est sûr que si son agent va sur les... s'il va sur le marché, c'est sûr qu'il va le tester le marché, c'est sûr qu'il va avoir la même chose ou plus. Bon, il faut que tu ailles là. Puis l'autre, moi je pense que c'est le meilleur gars de face-off du Canadien. C'est lui qui est ses face-off les plus importants, mais... On est capable d'en trouver d'autres de même. Parce que le danger avec Dvorak, puis c'est un danger réel,
c'est que Dvorak, c'est le grand frère des jeunes. Tu sais, ils font une petite célébration à la fin des victoires. Ils sont 4 jeunes, Slav est là-dedans. Je pense que c'est Caulfield, Suzuki, Goulet, puis Dvorak. Caulfield, il reste dans le même bloc que Dvorak. Dvorak, c'est comme le plus vieux qui se tient que les plus jeunes, puis qui est un peu la colle entre les vétérans puis les jeunes. Le seul danger, poser la question, il coûte combien? Il va coûter combien si tu veux le garder? Mettons, tu dis, OK, on a besoin d'un genre de vétéran de même pour les jeunes. On veut le garder. Jeff, les 3 vont coûter la même affaire. Les 3 vont coûter 3,5, 4. Armia, Evans. Donc, on ne peut pas les garder. On peut pas les garder. On peut pas. 3,5 un gars de 3 buts. Non. Joueur du match. C'est malade, hein? Étoile du match. C'est étourdissant. Arrêtez, c'est étourdissant. Mais notre meilleur, c'est la pizza. Là. Ça aussi, c'est pas dans les... c'est pas dans un carton là, que j'ai vu de Max Truman, mais... Piazzetta, d'après moi, Max, un de tes chums, parce qu'on mais là, calmez-vous les nerfs. C'est parce que vous êtes dans un gros 3 semaines. Là. Ça se peut que dans 3 semaines, tous ces gars-là, vous ne voulez plus rien savoir. Tu sais, il veut dire... parce qu'on est donne une bonne passe. Non, parce qu'on est donne une bonne passe. La reconstruction est terminée. OK. On s'en va vers le haut. Là. Hey, on bat les meilleures équipes de la Ligue. Là. On bat pas les... Tu sais, on a perdu contre une équipe moins bonne que nous autres, qui est Chicago, mais on a pogné 4 poteaux. Puis c'était serré. Hey, puis on faisait 20 shots par game pendant 2 mois. Là. On avait de la misère. On n'avait même pas de game de 31 shots et plus après 25-30 matchs dans la saison. Là. On ne tirait pas, on marquait pas. Puis depuis 1 mois, on outshot, on a plus de tirs que l'adversaire. Puis depuis 1 mois, le Canadien, c'est la meilleure équipe dans la Ligue nationale avec 10 victoires, 2 défaites, puis une autre en surtemps. Ouais, mais c'est la constance qui va nous montrer si c'est pour de vrai. Là. On ne gagnera pas la Coupe cette année, mais on ne peut pas retourner 31e, 32e. C'est impossible. Tu peux pas... Tu as appris... Martin Saint-Louis coach plus de la même façon. Je veux dire, il y a du monde qui ont moins de temps de jeu qu'avant. Je veux dire, il y a moins de rotation qu'on faisait par défaut. Il y a des choses qui ont changé. On va en reperdre. On va avoir des mauvaises séquences. Je ne suis même pas sûr qu'on va faire série cette année. Mais la cave, là, la démolition, c'est terminé. Là. Mais toi, Jeff, j'ai une question pour toi. C'est à moi de poser une question. C'est la constance. Là, au bout de combien de temps de la constance, toi, tu penses que c'est... Moi, je pense que le temps des fêtes, on dirait qu'il y a plusieurs joueurs dans la Ligue nationale qui sont comme... Il y a comme une bassesse, OK? Je pense qu'il y a comme un creux. Il y a un début de saison où ce que tu vois les meilleurs. Là, tout le monde vogue. Là, il y a un genre de slum des meilleurs qui sont comme, tu sais, ouais. La saison est longue un peu de blessures, un peu de démotivation. Les journées sont plus tough. Tu sais, t'as plus de misère à te lever le matin. Puis là, à un moment donné, ça repart. Là, tu sens, mettons, février, là, milieu février, puis là, ça part en mars, puis là, jusqu'au 82e match, là, ça joue en asti. Là. Donc là, on dirait que... Moi, je pense que ça va être février, début mars, ce genre de mois-là, là, c'est là que tu vas voir si sont sérieux. Ben, sont sérieux. C'est pas une question de sérieux, pas sérieux. C'est savoir comment l'adversaire se prépare, comment il est motivé, etc. Comment il joue contre le Canadien. Le Canadien, ça, c'est prendre à la légère pas mal. Ils sont comme ça. Wow! Le Canadien, il ne faut pas y prendre à la légère. Là, après ça, tout le monde va s'ajuster un peu. Moi, je te dirais que ça ne peut pas être juste un mois, la constance. Il faut que ça soit un 2 mois, 2 mois et demi. Puis je comprends qu'il, comme Max dit, il va y avoir un slump à un moment donné. Mais ton truc de Noël... On va le voir s'ils sont sérieux d'ici le 1er mars. Mais ton truc de Noël, là, je veux dire, les autres années, on mangeait des volets à Noël, puis tu n'avais pas la même explication. Je trouve qu'on cherche des raisons pour diminuer ce que le Canadien est en train de faire. On ne cherche pas des raisons pour les diminuer. Je te dis juste que ça peut être circonstanciel, puis ça peut être, oui, en partie, eux autres qui jouent mieux, mais ça peut être aussi un paquet de clubs qui vont un peu moins bien, qui sont pas supposés d'aller de même, puis que Chris les a tous pognés pendant qu'ils étaient là. Mais la constance, là, c'est pas moi qui invente ça, c'est dans n'importe quoi. Là. À un moment donné, il faut que... Il y a des joueurs de golf, à un moment donné, ça PGA, Chris Tévois, pendant 4 tournois, tabarnak, ils sont ton top 5 des 4. Après ça, ils disparaissent le reste de la saison, tu les vois pas pantoute. À un moment donné, toi, t'es dans un slum ou toi, t'es dans un high, puis c'est juste le temps qui peut nous montrer si c'est un high. Moi, je pense que le Canadien, on va voir, là. Moi, je pense qu'en fin de semaine, là, on va vraiment avoir la température de l'eau. À soir, à Dallas. Et bon, ça sera pas facile, ça. La game contre Dallas, samedi, ils ont perdu 2-1, mais ça aurait pu aller d'un bord et de l'autre. Toronto, samedi. Toronto, samedi, chez vous. Oh, ça aussi, là, la température de l'eau, là, les autres sont hot. Là. Puis, Rangers, ben,
ils ont une Rangers sont tabarnage. hot, là. Ben, c'est ça, ils ont une tabarnage d'équipe, ça n'a pas fonctionné, mais là, ça s'en vient, là. Ça veut revirer de bord. Là, la chicane est Eux autres, dans ils ont fait l'équipe, 2-3 changements, puis ils ont réglé ça. Ils ont amené un petit peu de. Puis mardi, t'aimes pas B. Hey, c'est 4 pas pire, là. Si, mettons, on en gagne 2 sur 4, 50% contre les équipes top de la Ligue, ça va bien pareil, là. Ton histoire de temps des fêtes n'existe plus. OK, là. parfait. OK, mettons, Hein? mais si on en perd 4, tu dis quoi? Alors que ce serait normal de perdre des 4, là. Non, ce serait non, pas non, anormal, c'est plus là. normal. C'était normal l'année passée, en début Ben, d'année. c'est ça mon point. Asti, vous êtes parti trop high. Vas-y doucement. C'est une assez belle ride. Mais c'est pas vrai que ça va être ça. Sinon, Christophe, 10-2, on va lui C'est une donner... équipe de 500. Le Canadien est une équipe de 500, un petit peu plus, je pense. Mais vous autres, là, qui êtes des extra connaisseurs en hockey, Jeff, Max, c'est un des top, mon extra connaisseur en hockey, j'en suis zéro. Vous êtes dans le top. Vous êtes dans le top, mettons. Là, ben, vous dites ça souvent. Là. On vous écoute. Regarde. À court d'arguments, on sort des affaires normales. Il manque quoi aux Canadiens? On va commencer par Jerry. Il manque quoi aux Canadiens, toi, le Fafan? Hein? Moi, je pense qu'il faut qu'il convainque Carey Price de venir finir son contrat. Il nous manque un gros là. Un gros là d'expérience avec un genre de leader. Un gars qui vole des games. Non, ce qui manque aux Canadiens, je sais pas. Est-ce que c'est le Canadien, là? C'est-tu le Canadien qu'on a planté avant de partir aux fêtes ou c'est le Canadien de là? C'est lequel, le Canadien? Jerry, je le demande. On ne sait pas encore. Ben moi, je suis pas venu voilà. avant les fêtes, puis je le plantais pas. Tu comprends? Moi, je suis un vrai partisan. Moi, je suis un vrai de vrai, là. Hey. Je vais juste annoncer de quoi. T'es pas venu à celui d'avant les fêtes, mais t'es venu 3 semaines avant, puis t'avais un chandail des Flames. OK? Oui, je t'ai vu qu'un chandail des Flames. Bon, je m'en vais. Là, t'as vendu ton chandail des Jets. Là, je m'en vais voir la fille de ma blonde à Calgary. Je me suis acheté un billet à 500$, puis j'ai me commandé un chandail. T'étais rendu un partisan des Flames, je vais le faire. Donc, arrête de dire que t'es un partisan du Canadien. Quand ça va mal, tu décrisses. Non, je m'appelle pas je m'appelle pas Sébastien Brochu, moi, avec ses Patriotes, là. Ouais, mais ils vont venir, les Patriots. Là. Pourquoi il a décroché les Patriots, ton chum Sam? Ouais, il trouve que c'est mal managé. Puis lui, il faut toujours garder notre équipe, même quand ça va mal, les vrais de vrais. Parle-moi-en avec mes dauphins. Arrête. T'es même pas pour les dauphins, t'es avec les Chiefs à un moment donné. Ouais, mais moi, j'ai 2 équipes. Bon. non, mais moi, là, je suis avec les Chiefs à cause de Mahomes. Il me fait capoter, Mais mon équipe, pour vrai, que j'aime, puis l'équipe que j'aime aller voir, c'est les Dauphins. Mais les Dauphins, ils n'ont plus de non-joueurs. Hein? Ça va mal en tabarnak. Ben, on est à une victoire de faire les playoffs. C'est ce qu'on fasse. Une victoire. L'Hawaïen est 5-6 games pas là. C'est sûr que ça peut pas arriver. Puis l'année prochaine, l'Hawaïen, il sera pas là plus non plus. Là. Aussitôt qu'il s'est frappé, il y a de quoi. Il sera pas là 16 games. S'ils pensent qu'avec l'Hawaïen, ils vont faire 16 games par année, ils sont mêlés. Mais Jerry, je veux t'entendre sur ce que Les dit. Puis Max, c'est un peu de la même... Max, il dit c'est un club de 500. C'est qui le Canadien? C'est sans tomber dans les sentiments et dans l'émotion. Là, c'est quoi? OK, la question est bonne. Qu'est-ce qui manque aux Canadiens pour qu'on les prenne au sérieux? Ben, il manque des joueurs de plus, des gros joueurs. Il manque des meilleurs joueurs. Il manque des meilleurs joueurs. Jerry, des meilleurs joueurs. Là, Chris, là, dans la Ligue nationale, là, tu donnes pas un coup de pied sur une poubelle, il n'y en a pas 50 qui sortent. Là. Non, je sais. Tu comprends? Là, puis, moi, je suis content pour une chose. Je suis content pour... On dirait que l'ambiance dans l'équipe est meilleure. Tu dis, oui, il gagne, l'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne. Slav, on dirait qu'il y a... À un moment donné, tu dis... il était où, lui, en début d'année? Lui, dans le formol, lui. Complètement dans le formol. Mais là, tu dis, on a affaire avec des jeunes, il faut être patient. Mais c'est ça, il y a un côté psychologique dans patente. Vous autres, vous avez joué au hockey, vous avez été dans une chambre. L'esprit d'équipe, l'esprit de la chambre. C'est gars à Vancouver, présentement, là, la merde est poignée dans l'équipe. Ils veulent tous partir. Ils veulent tous partir. Pourtant, eux autres, ils n'étaient pas unis et soudés, cette équipe-là. C'était une des bonnes équipes de la Ligue. Ben oui, voilà. Donc, tu vois, c'est des détails comme ça. En ce moment, c'est quoi qui se passe à Vancouver? Non, mais juste en parler de même, là, parce qu'ils ont un général là, qui est le frère des autres. Là, mais je veux dire, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que c'est, le frère des autres? Le défenseur, là, le frère. Ah ouais, le général à la défensive. Ouais, mais tu sais... Je pense que ça se peut que nous autres, Peterson... on a un pareil, là. On a un pareil, sinon meilleur, là.
Défensivement meilleur. Je pense que JT Miller et Peterson, s'ils se voient... Ils s'entendent plus. Non, ils veulent se crisser une claque sur la gueule. C'est fragile, pareil, un vestiaire. Tu parles d'ambiance, Jerry. Il y a de quoi qui se passe. Oui, je parlais avec des directeurs des réseaux télé. On en a 2, là. Je parlais avec des directeurs des 2 bars, là. On était à 375 000 personnes qui écoutaient les games quand ça allait mal. Puis on est à 550, 600. Puis on a pété le 600 quelques fois. Il y a presque le double de monde qui regarde le Canadien parce qu'on a du fun à regarder cette équipe-là. Fait qu'eux autres, ils ont du fun dans le vestiaire, mais les partisans recommencent à avoir du fun. Je recommence à me demander des fois avant l'heure du lunch. Est-ce que toi, tu le vois dans tes chiffres, Max? Nous autres, c'est stable. Nous autres, c'est stable parce que quand ça va mal, tu as un certain type de public qui vient, puis quand ça va bien, tu as un autre certain type de public. Mais tu sais, on se redemande s'il y a des games, puis on a du fun à regarder des games. Qu'est-ce qui manque? Il manque premièrement Demidov. Parce que là, tu as Newhook sur le top 6. Là. Newhook a de la misère. C'est le même formule que Slav. Demidov à la place de Newhook, c'est tout un upgrade. Mais c'est passé quoi, ce gars-là? Quand il est arrivé du Colorado, on se demandait un peu c'était quoi le genre de gars qu'on allait avoir. Finalement, il était bon. Puis là, il a cassé. Mais pourquoi? Il a été blessé? C'est quoi qui est arrivé? Non, c'est un gars correct. C'est un gars qui a des aptitudes à un certain niveau, que ses aptitudes parviennent à fonctionner. Il est dans la NCAA Division 1, il y a déjà de l'esti de beau hockey, mais ses qualités fonctionnaient. Sa vitesse, pas des top mains, il a une vision correcte, mais il était capable de marcher sur ce calibre-là. Quand il est arrivé dans LNH, c'est 2 coches de plus. Ses qualités n'ont pas parlé à Denver. Là, à Denver, ils se sont dit, il n'y en a pas de place dans la ligne. On ne sera jamais capable de le mettre là. Ça, c'est un gars de 30 points. C'est pas un gars de 50, 60 points. C'est un gars de 30. Là. Mais ce trade-là, le DG, là, il va chercher... C'est un ancien agent. Hein, il connaît. C'était son agent à lui. Là. Fait que, il va chercher des gars, il les connaît, il sait comment. Lui, il savait comment ce qu'il allait nous donner. Il allait nous donner 30 points, il allait être bon défensivement, puis il allait pas mettre la merde dans la chambre. Puis c'est ce qu'on a, puis ce qu'on voit là, c'est ça. Mais il n'est pas dans sa chaise, laisse. Il est sa 2e ligne. Ce gars-là, il faut qu'il soit sur le 3e. C'est juste ça. Fait que Demidov va venir le replacer à sa bonne chaise. Voilà, ça c'est bon, ça. Ça c'est très, très, très bon. Là. Mais aussi, il y a aussi comme. Tu sais, t'as le jeune goaler qui est arrivé, t'as Carrier qui est arrivé avec un sourire d'en face. Ben oui. Quand t'as une espèce de positivisme, le gars, il arrive à Montréal, il a un sourire d'en face, il est de bonne humeur. Le jeune goaler, il est de bonne humeur, c'est un gars qui a une tête sur ses épaules. Mais c'est ça aussi, oui, t'as le talent sur la glace, mais quand t'as l'ambiance dans la place qui est intéressante, mais c'est ça en ce moment. On le voit avec le Canadien. Vous aimez ça des potins, j'irai pas en profondeur. Là. Pas en tout, on a eu ça mourir. Ta gueule. Primo, c'est pas... il va pas à la bibliothèque, là. Non. Fait Caden Primo, à la fin, les gars le savaient qu'il y avait certains trucs. OK. Puis Caden Primo, s'il était pas nécessairement capable de donner des performances, ça dérangeait certains gars dans le vestiaire. Fait que quand t'enlèves quelqu'un, puis que tu ramènes quelqu'un, puis là, le jeune Dobèche, il est motivé. Lui aussi, il va en perdre des games. Lui aussi, il va se faire sortir, là. Mais il débarque, puis il change l'ambiance. Les gars, ils ont le goût de jouer pour Jacob Dobèche. Même chose pour Slav. Slav, en ce moment, il fait pas tout ce qu'il a à faire en dehors de la glace. Fait que quand il arrive sur la glace, ça paraît un peu. Puis en ce moment, le vestiaire du Canadien, il est quand même sérieux. Fait que ça dérange certains gars. Ouais, mais Max, je suis obligé. Tu sais, je suis souvent d'accord avec toi, là, mais celle-là, là, j'ai de la misère. C'est quoi l'histoire de Slav? Slav, il sort avec une serveuse d'un restaurant-bar, puis il va traîner là de temps en temps, puis ça serait ça. Okay. Hey, moi, là, les gars, vous le savez tous, je suis allé à Washington. Là. On va dire une affaire, ils traînaient pas juste dans les bars, les gars. Là. Oui, ça a changé, mais c'est pas à cause de ça. Je suis sûr que c'est pas à cause de ça que ça va moins bien sur la glace à cause qu'il sort avec une serveuse. Non, mais Eric, oui, t'as raison. Hey, tu l'appelles jamais Eric, c'est sérieux. Là, c'est un moment sérieux. Là. Tu as parlé des dauphins tantôt. Moi, je suis tous ces dauphins à tous les jours. Oui, je sais. Une des grosses affaires, c'est le Miami style, le nightlife. La minute que les gars arrivent là, asti, il y en a 1 sur 2 qui perd la tête. Ouais, mais les gars n'arrivent pas à pratiquer à bonne heure. Ils n'arrivent pas dans la place pour étudier à bonne heure. Ouais, mais Jeff, les gars sont... Tu sais, je comprends. Jeff, là. c'est tous des malades mentales au football. Le hockey, c'est pas mal différent. Hein? Il n'y a pas de dents nord, il n'y a pas de dents nord, puis des chaînes, puis des chars, puis des ci, des ça. Oui, je sais. Chris, tu le sais, on en a déjà parlé. Ils ont pas ils sont tous diplômés d'université, les gars de football, là, puis d'après moi, il n'y a pas grand monde qui ont fini leurs examens là. On s'entend?
Ouais, mais... C'est pas mieux, là. Au hockey, c'est pas mieux, mais Slav, là, Chris, il y a 20 ans. Il sort avec une serveuse. Y a-tu le droit d'aller prendre 2-3 verres, rester jusqu'à 2-3 heures du matin? Il prendra l'été prochain ses estis de drink. Là. Non, Chris. Non, Chris, là, la saison est commencée, on a besoin de toi, tu joues sur le premier trio, puis tu joues sur le powerplay. Regarde, laisse, je vais te répondre là, que... Chris, la serveuse, tu diras, on va s'en voir au mois de mai. Oui. Mettons que le gars, il a une bonne saison. Oh, Lief, arrêtez. Bon. Non, mais il y a 20 ans, les gars. Chris, on pense qu'il va faire 90 points. Non, mais Chris, laisse, si tu joues pas du bon hockey, rentre chez vous, mange de la soupe Lipton, puis écoute Netflix. Si tu as une saison... Quand est-ce qu'il jouait bien? C'est l'année passée? Fin de l'année. Fin de l'année, non, c'est la deuxième moitié de saison. Bon, tu joues pareil. Puis en plus, tu as une coche de plus que l'année passée parce que tu prends de l'expérience, puis là, tu te développes mieux. Chris, quel gars, il prend du Jack Daniels au bar à côté de sa blonde. Il n'y a pas un esti chaud à parler. Mais regarde ton Caulfield. Caulfield rempli de net. Il n'y a personne qui parle de ce qu'il fait. On parle mais je vais juste vous demander, puis Max, réponds à ma question. Ouais. C'est-tu parce qu'on s'est trompé? Le Canadien s'est trompé dessus? Tu sais, Slavkovski, d'après moi, c'est ça. Là. Je sais la réponse de Max. Je connais la réponse de Max. Max nous avait dit la dernière fois, c'était pas un gros repêchage cette année-là. Exactement. C'est pas la bonne année pour repêcher premier. Tu regardes les autres gars, t'as Logan Cooley qu'on a vu cette semaine, qui est bon, mais... Es-tu bon? Il est vraiment bon. Il est vraiment bon, mais il est plus petit. Est-ce qu'il fêterait dans le Canadien? Puis c'est-tu une superstar? Je pense pas. C'était pas la bonne année. Mais là, moi, je prends un miroir, OK? Puis je te renvoie ça, laisse là. L'erreur de draft qu'on a faite, c'est Ryan Backer. C'est là que notre reconstruction, elle peut être rallongée d'un an ou deux, ou qu'elle peut ne pas exploser positivement comme elle devrait, parce que cette année-là, tu finis dernier. Tu passes une hostie d'année au complet à endurer un club de marde. Puis là, tu t'en vas au draft, tu repêches top 5 parce que c'est ça que tu veux, repêcher top 5. Tu repêches un défenseur qui risque d'être un défenseur de deuxième, troisième paire si tout va bien. C'est là le plus gros problème, à mon avis. On aurait dû repêcher le Russe, c'est ça? À Mishkov, sinon tu prends un risque avec du talent offensif. Tu as Dalibor Dvorsky, qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais qui a un talent défensif. Tu as Ryan Leonard, qui était capitaine des Américains. Pas parfait non plus, mais c'était des gars un peu spéciaux. Mais plus quand avec on a sorti grit. Ryan Backer, c'est comme... Tu sais, Leonard, là, c'est un gars avec la grit. C'est un gars qu'on aurait eu besoin. Mais ils sont bandés. Les Canadiens sont bandés sur la défensive. Oui, la défensive gagne des championnats, je suis bien d'accord, mais là, on commence à en avoir. Là. Tu sais, on parlait de Savard. Savard, je l'aime bien. Il est rendu 6e, mais lui, il est 6e. Mais moi, je serais pour le bouger, l'envoyer. Pourquoi? Parce que ça jamme à Laval. Tu sais, on donne pas d'expérience dans la Ligue nationale à nos jeunes à Laval. Tu sais, je pense que faudrait avoir plus de jeunes, un peu plus. Là, la stabilité à défense est là. Là, on peut en monter un de temps en temps. Montons le bon, laisse. Parce qu'on a fait exactement ce que tu dis, mais on l'a fait avec Justin Barron. Si on crée de l'espace pour un jeune, puis c'est pas le bon jeune, on recule. Fait qu'il faut que tu sois sûr que le jeune, pour qui tu fais de l'espace en enlevant un plus vieux, c'est le bon jeune. Mailloux, là, je la regardais hier, j'ai écouté la game au complet. C'était une petite game hier, hein? Pour vrai, là. Ouais. Mailloux, là... il est tough, il frappe. C'est un tough. Hein? Ouais. Lui, avec du millage, il va être bon en ciboire dans la Ligue nationale. Puis un petit peu d'offensive aussi. Je dis pas qu'il perd son temps, mais tant qu'à avoir... il avance plus, savoir. J'allais voir une game, oublie ça, là, il avance plus. À part de bloquer des shots, là, mais c'est un bon gars, c'est un Québécois, tout. Mais si c'est une équipe qui veut pour un deuxième choix, on l'envoie et puis on lui dit, garde, vous pouvez aller, tu re-signeras avec nous autres à la fin de l'année, mais on va donner de l'expérience à nos jeunes. Vous dites qu'on ne fera pas les playoffs. Correct, on ne fera pas les playoffs, mais on va avoir une bonne run, puis on va donner du village. Mais t'as peu. Pourquoi on ne ferait pas les playoffs avec la passe qu'il y a à avoir là? Parce que c'est serré, Jeff. Tu sais, je t'ai pas coupé tantôt quand tu as dit ouais, mais les gars, ça leur tente moins. Hey, quand tu regardes le classement, là, les coachs, là, ils sont ses dents, ils veulent tous faire les playoffs. C'est tout mais serré. C'est dur, 82 games, Eric, je le sais, mais tu sais, Chris, toutes les équipes là, de la 8e à la 12e, il y a 2 points. Pour 2 places. Fait que tu as 6 équipes qui se battent pour 2 places. Là. Oui, 6 équipes, là, puis sont toutes égales. Là. Puis pour vrai, le Canadien, il y a des modèles statistiques, le Money Puck, etc. En ce moment, c'est 25% de chance de faire série.
Fait que c'est 1 sur 4. C'est pas un paquet de cartes, là, puis je te dis, tu piges une carte, il faut que ça soit du cœur. Fait que c'est ça les probabilités du Canadien de faire les séries. T'sais, ça se peut, mais les chances sont que tu piges du pic, du trèfle ou du carreau. Là. Fait que c'est pas évident. Mais en fait, ça dérangerait pas qu'on les fasse pas. Parce qu'on s'entendait pas. On voulait être dans le mix, on l'est. On chicane un peu pour l'être. Puis, tu sais, on va avoir un meilleur choix. Tu sais, oui, vous allez me dire, 8, 9e, 10e, on n'est pas sûr. Ben, 8, 9, 10e, on est tout souvent piquer ça que piquer 20, 22, là. Puis là, on a 2 choix de première ronde l'année prochaine. Ouais. Fait que, tu sais, on peut, 1 sur 2, on peut être chanceux. Puis. Mais pourquoi ils ont allé. Pourquoi ils ont remonté Dobais, le goaler? La raison, c'est quoi? Ben, parce que Primo faisait pas la job. On l'a dit depuis le début de l'année. Primo est poche, on le débarque, puis on fouille dans nos affaires. Hey, gadon, on a un gars qu'on l'a repêché, il goal pas pire, on va le monter. On le monte, il fait la job. Exact. Pourquoi qu'on fait pas ça avec Mailloux? Ben, exactement, je suis d'accord avec toi. Ben voilà l'histoire. On a du stock en Les bas, jeunes, là. les jeunes. Hein? Mais le bon jeune, Dobèche, il brûlait à Laval. L'été passé, moi, je parlais à quelqu'un à l'entour du Rocket qui m'a dit tout le monde est bandé sur Jacob Fowler, mais le prochain gardien numéro 1 du Canadien, le gars, il m'a dit c'est Dobèche. Fait que, tu sais, est-ce qu'on est autant high sur Mailloux? Peut-être. Il faut s'assurer que c'est le bon jeune. Quand on fait de la place à un Barron, on n'aide ni le Canadien, ni Barron, ni personne. Si on pense que Mailloux est prêt, faisons-y une place 100%. Mais il faut être sûr. Mais c'est motivant pareil pour nos joueurs, parce que si tu cours après une possibilité de faire les playoffs, ça veut dire nos kingpins, là, les Caulfield, Suzuki, puis les Lainé, puis Dak, les autres sont motivés en crise. Hey, Dobèche, là, il y a du millage, le jeune. Là. Je sais pas quel âge qu'il a, là, mais à 18 ans, 17 ans et 3 quarts. Je pense qu'il y a 17 ans et 3 quarts, il jouait pour Fribourg-Gotteron avec David Ernay. Hey, pour jouer, c'est fort. Là. Il y a 23 ans. Tu sais, ça fait depuis 18 ans qu'il joue professionnel, le jeune. Là. Ouais. Tu sais, 18 ans, c'est junior majeur jusqu'à 20 ans, là, normalement. Il est allé, en fait, oui, puis après ça, il est allé, lui, il a compris, moi, je m'en viens aux States. Fait qu'il est allé passer par le système scolaire américain quand il a compris qu'il l'avait peut-être. Tu comprends? Ouais. Tu sais, il est arrivé un peu plus sur le tard, puis là, il a 23 ans, il va avoir 24, je pense que c'est avril, mai, juin. C'est un kid, mais c'est un kid qui a du millage, comme tu dis, Les. Puis c'est un kid qui a eu des bonnes stats partout où il est passé. David Ernay dit qu'à 18 ans, là, c'était un bon goaler déjà. Il était 2e goaler, là, mais les gars le savaient qu'un jour il allait jouer. Peut-être pas dans la Ligue nationale, mais il allait peut-être être gardien numéro 1 dans la Ligue nationale A suisse. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Ben voilà pour le vestiaire avec les boys. Thank you à Max Truman dans lescoulisses.com. Notre chum laisse matériaux Odette. Plus de stock à venir sur Radio Pirate. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate. Authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Jerry! Bing, bing, bing. Yes. On lance le week-end. Le jeudi, on aime ça, lancer le week-end. En plus, on a un autre gros week-end de football. Tabarouette. Mais ça prend un peu de vino, on prend une petite bière, on écoute le football. On est dans quelle couleur, là? On est dans le rouge. Mais avant, je veux inviter les pirates à écouter l'aubergiste sur Spotify. C'est l'aubergiste, il y a toutes sortes de petites histoires, des petites... Et aussi, aller sur radiopirate.com pour... C'est quelqu'un qui m'a posé la question. Il dit, ouais, mais des chroniques de vin... Ouais. Mais t'as les 12 dernières chroniques de vino sur radiopirate.com. Donc, c'est le fun. Tu peux aller fouiller là-dedans, puis ça peut te donner des idées. Est-ce que les chroniques de Radio Pirate, tu les mets dans le compte de l'aubergiste aussi? Non. Non, okay. Donc dans l'aubergiste, c'est juste des histoires différentes, c'est autre chose. Histoires. C'est autre chose, c'est mes petits podcasts, mes petites histoires, mais je fais un peu d'histoire, je fais un peu de voyage, puis un peu de vin à travers, mais c'est complètement à part, c'est d'autres sujets, si on peut dire. Okay. Chronique vin particulier comme on fait présentement, c'est sur le site de radiopirate.com, puis vous avez les 12 dernières. Donc, c'est bien le fun avec les petites explications. Puis, là, on s'en va en Italie, ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas allé en Italie. Ça fait... La dernière fois qu'on est allé en Italie, c'est le 6 novembre dernier.
Donc, pour le vin. On s'en va en Italie, on s'en va précisément en Sicile, la grande île de... La Sicile, c'est plus grand qu'on pense. L'île est immense. Là. C'est quoi? C'est 26 000 km². D'est en ouest, c'est 300 km. C'est pas rien. Donc, la Sicile qui est tout à fait magnifique. Puis la Sicile, on s'entend-tu que la température, c'est le paradis sur Terre. C'est vraiment incroyable. Et là-bas, dans l'ouest de la Sicile, il y a Colomba Bianca Scurata. Donc, c'est une cave. Je dis une cave, c'est une entreprise, c'est une coopérative. Donc, c'est plusieurs vignobles qui se sont mis ensemble. Ils font ça pour vivre aussi. Là, parce que souvent, il y a des petits producteurs là-dedans. Eux autres sont dans une coopérative, puis ça leur permet de vendre leur vin, en fait. Souvent de vendre leur raisin. C'est même que ça fonctionne. Puis après ça, ils vont faire des montages, ils vont faire des affaires assez intéressantes. Donc, c'est proche de la ville de Trapani. Très, très belle place. C'est incroyable. Un jour, je vais aller en Sicile. C'est sur la bucket list. Et là-bas, l'affaire, c'est que c'est particulier parce que la Sicile, il y a énormément de cépages autochtones. On dit cépages autochtones, c'est des cépages vraiment typiques de l'endroit qu'on n'a pas ailleurs. Énormément de cépages. Dedans, il y a des cépages qu'on ne connaît pas, moi, d'autres. C'est des affaires vraiment très spécialisées. Il n'y en a pas, mais il n'y en a pas en Italie nulle part. Après ça, il n'y en a pas. Ils promettent ça en France. Mais il y a tellement de cépages. Mais la Sicile, c'est très, très cépages autochtones. C'est leur spécialité, on va le dire. Et ce bout-là de la Sicile, veut pas, on est... si on regarde à vol d'oiseau, on n'est pas loin de l'Afrique du Nord. Là. On est vraiment, vraiment pas loin. C'est tout près. Donc, beaucoup de soleil, assez venteux ce coin-là, et de la chaleur aussi. Et là, il y a un gars, Jeff, il y a un gars de Montréal, dénommé M. Bambara, John Bambara, c'est un Montréalais. Lui, il a eu l'idée à un moment donné d'aller voir cette coopérative-là. Et parce que à la SAQ, OK, on sait que le prix des vins monte. Ça monte. On était dans le 15$, on est dans le 20$. Puis là, on est plus, on dépasse le 20$. Là. Beaucoup de bouteilles de vin en haut de 20$. Beaucoup. Puis là, on commence à ronronner dans le coin du 25$ là, sur certaines bouteilles qu'on payait. Il y a peut-être, je ne sais pas, mais 7-8 ans qu'on payait peut-être 18, 19, 20. On est rendu 23, 24, 25. La SAQ, ils ne nous lâchent pas. Mais c'est le fun d'avoir des petits prix. Donc, la SAQ, ils n'ont pas beaucoup. Mais ils ont un genre de rack. Quand tu vois la SAQ, tu as les spécialités, tu as les vins réguliers. Là. Mais tu as un rack de petits prix. Et dans les petits prix, il y a une bouteille intéressante. Il y en a quelques-unes. Moi, je fouille dans les petits prix de temps en temps, mais il n'y en a pas beaucoup. Et là, il y a une bouteille qui, quand ils en reçoivent, ça repart tout de suite. Parce que pour le prix, 14. En ce moment, la bouteille est à 14,45. Le prix normal, je pense, c'est 15 et quelques. Pourquoi il est à 14,45? Parce qu'en ce moment, il y a un rabais. Il y a le rabais Trudeau. Il y a le rabais TPS qui est enlevé. Donc, il y a un pourcentage qui est enlevé de sa bouteille. Donc, présentement, si vous allez acheter un Colomba Bianca Scurata, ça coûte 14,45 $. Et le gars de Montréal, lui, justement, lui, il est allé s'entendre avec la gang en Sicile pour faire un genre de montage, avoir un vin abordable pour qu'on l'aille au Canada ici. C'est embouteillé en Sicile, là. Embouteillé en Sicile. Et c'est un mix intéressant. Moi, j'aime le mix. Donc, un mix 80-20, c'est 2 cépages. 80, c'est du Nerello Mascalese. Ça, là, du Nerello Mascalese, c'est quand même assez rare comme cépage. Mais ça, c'est vraiment typique de la Sicile. Et l'autre, le plus connu, le cépage le plus connu en Sicile, le gros, là, lui, il y a des fans finis, c'est le Nero d'Avola. Nero d'Avola, là, ça, c'est un classique des classiques. Donc, le Nerello, lui, les tanins sont un peu plus tranchants, on va le dire. Tanins assez tranchants, mais le fruit, on est vraiment sur la fraise. Tandis que le Nero d'Avola, beaucoup plus complexe, un peu plus sur le tabac, plus confituré. Donc, c'est un mélange. On s'entend-tu qu'on va se le dire, le Nero d'Avola est plus dispendieux que le Nerello. Ça, c'est sûr. Mais là, ils font un mix 80-20. Moi, je pense que c'est un excellent vin à bas prix
à 14 piastres, là, on s'entend-tu, là, ça fait vraiment la job. Tu sais, c'est le spaghetti du jeudi soir. Là. On voit patente, là, le plat de pâtes, le verre de vin, puis c'est un très, très bon vin en mangeant. Il faut manger. Il faut manger. On peut le prendre comme apéro, mais c'est meilleur en mangeant. Ça prend de la bouffe. Il y a le côté, justement, un petit côté sec, vraiment très, très sec. Donc, c'est un rouge clair, vin sec sur la fraise. Et au loin, là, il y a un petit côté fumé. Tu sais, paprika fumé. Il y a un petit... C'est vraiment bon, là. Moi, je pense que c'est un excellent deal. Colomba Bianca, qui vient de la Sicile, 14,45. Puis en plus, il y a un 50 points boni. Tu sais, la carte bizarre, là, la carte SAQ. Mais il y a un petit 50 points. Mais 50 points, c'est 50. Excuse-moi, c'est 500 points, c'est 50 cents. Donc, en réalité, la bouteille, elle vous coûte, pour vrai, là, en ce moment, 13,95. Pas cher. 12,8 alcool, 2,7 grammes de sucre au litre. C'est un vin bio, embouteillé en Sicile. Vous le recherchez dans les petits prix. Je répète le nom. Colomba Bianca Scurata. Scurata, ça veut dire quoi? Ça veut dire lever de soleil. C'est beau? Donc, le lever de soleil sur la Méditerranée en Sicile. Donc, un super bon deal, un bon rouge italien avec votre spag. C'est ce qu'on mange à soir. Un spag? Des pâtes? Oui! Est-ce que tu es plus spag, toi, ou mettons d'autres formes de pâtes ou tu es plus spaghetti ou cheveux d'ange? Ou... Ben, nous autres, on aime les pâtes. Donc, ma blonde fait des pâtes extraordinaires. Puis, un soir par semaine, on fait une soirée de pâtes. Oui. Mais je te dirais que la soirée spaghetti ne compte pas. C'est comme à part. Tu comprends? Spaghetti, c'est comme un repas c'est comme un repas normal, mais faire des pâtes improvisées un peu avec ce qu'on a dans le frigidaire, c'est une autre game. Tu sais, on va-tu du vin blanc, on va-tu de la crème, on va-tu avec ci, on va-tu avec ça? Mon macaroni sauce tomate, lui, il va où là-dedans? Ben, moi, excuse-moi, là. Mes filles, mes filles, là, quand ils m'appellent, mettons, « Hey, Pat, quand tu vas venir au mois de février, vas-tu me faire un macaroni aux tomates? » Alors, moi, ma sauce à spag, elle est écœurante. Ah oui. Et mon macaroni sauce tomate, il est extraordinaire. Ah oui. Parce qu'on met du jus, on met de la viande, on met des petits oignons, on met de l'ail, on met du stock. Un macaroni à la viande, quand tu fais un macaroni à la viande, là, il faut que ta viande, il y ait des gros morceaux dedans. Il ne faut pas qu'elle soit toute. Il faut qu'il y ait des gros morceaux de viande. Oh oui, je comprends. On ne la défait pas totalement. Non, ça ne pas trop émietté. Exact, voilà. Exact. Donc, voilà pour l'aubergiste. Mais pour répondre à ta question, c'est sûr que il y a du monde, Jeff, qui déteste les cheveux d'ange. Tu sais, le spaghetti, mais très, très, très fin. Tu sais, les capelli des Angeli. Tu parles des pâtes. Tu parles des pâtes en tant que telles. Oui, OK. Les capelli des Angeli. Tu sais, vraiment les pâtes très, très fines. Bonne question. Ma blonde a dit, avant que je te connaisse, moi, mon spag, je le mangeais avec du spaghetti. Oui, mon spaghetti. Le grosseur spaghetti régulier. Exact. Elle dit, quand tu es arrivé, tu as acheté la première fois des spaghettini. Oui, spaghettini, exactement. Capelli. Elle dit, la semaine d'après, pour l'autre batch, tu as acheté des cheveux d'ange. Oui. Mais c'est quoi mon affaire à moi? Moi, ma blonde, elle le sait maintenant, elle fait 25 ans. Moi, je suis type sauce. Moi, les pâtes, c'est juste pour tenir de quoi. Tu sais, il y en a qui ont beaucoup de pâtes, un peu de sauce pour colorer. Moi, c'est quasiment un chili avec un petit fond de pâte. Tu comprends ça, madame? Oui, on a tout notre style, c'est vrai. On a tout notre style. Mais moi, mes pâtes, c'est des... Moi, je suis dans le spaghettoni. Oui, toi, t'es encore plus gros que le spaghetti, oui, toi. Le spaghettoni, c'est plus gros que le spaghetti. Ça prend c'est celui qu'on peut quasiment souffler dedans, hein? Non. Ça, c'est le macaroni. C'est pas lui, ça, c'est le macaroni. Ça, c'est le macaroni long. Le macaroni long, lui, il y a un trou dedans. Il y a un trou dedans. Non. Ils sont durs à trouver, eux autres, les macaronis. Oui, c'est ça. Mais quand on était jeune, il y avait beaucoup. Oui. Ah oui, tu quand mangeais jeune, ça, il n'y avait pas ceux d'aujourd'hui, là. Il n'y avait pas les boucles, les ci, les ça. Il y avait juste des coudes, il y avait du spaghetti. Tu sais, spaghettini, il n'y avait pas ça qu'on en avait 10 ans. Peut-être pas. Mais le macaroni long, on mangeait ça, puis moi, je n'avais partout dans la face. Ben, macaroni long, ça servait de ça pour faire le macaroni au jus de tomate. Oui, exact. Oui, le classique. Oui, c'est ça. Au jus de tomate. Est-ce que tu mettais du Velveeta sur tes pâtes? Des petits carrés de Velveeta dedans. Arrêtez.
Vous faites mourir, maudit. Ben oui, mais moi et Jeff, on a les mêmes goûts culinaires. Vous êtes terrible. Non, mais c'est ça, Jerry. Ben non, je fais pas ça, Christophe. Je viens de... Mes parents étaient dans un restaurant italien. Chris, arrête, tabarnak. Non, mais nous autres, même à Polyvalente, là, à Polyvalente, il y avait un midi, une fois par mois, que c'était du macaroni long avec... Ben, eux autres, ils prenaient pas du jus de tomate, ils prenaient de la sauce tomate. C'est là qu'on a commencé à comprendre qu'on pouvait switcher quelque chose de plus épais un peu. Là. Mais nous autres, c'était du jus de tomate Heinz. C'est ça qu'on prenait. Ah, c'est le Heinz direct. Ouais, c'est ça. Mais là, à la cafétéria de la Polyvalente, c'était la même affaire. Puis, mais c'était de la sauce tomate, donc plus épaisse un peu. Puis, ils nous mettaient 2 tranches de fromage canadien, tu sais, pas un pouce d'épais, là, genre un peu l'épaisseur d'une slice normale là, qu'on achète au magasin. Mettait ça sur le dessus. Un petit peu. Ouais, c'est ça. Exact. Il fondait juste un petit peu. Il ramollissait, là. Oh, je comprends. Ouais. Puis nous autres, on y allait toujours plus tard. Moi, mon chum Steve, mon chum Dom, on y allait toujours plus tard. Puis on se prenait une assiette, puis là, à la fin, on allait voir Rita, puis on disait Ah oui, Rita. Ouais, Rita, tu vas en jeter, là. Venez me voir ici, là. Là, après, elle n'a pas jeté, elle nous a donné 2 parts de quelque chose de. Donc, finalement, on mange en double. C'est elle qui fumait en faisant cuisine? Non, elle fumait pas. C'est qu'elle avait chaud, puis elle suait ça tombait dans la sauce tomate, ça tombait dedans. Oui, c'est le petit salé. Le petit umami. J'adorais Rita, là. Elle donnait du goût à patente, là. Du full goût. Thank you pour l'aubergiste. Ça lance le week-end. Yes. C'est fait. Bon week-end, tout le monde. Voilà pour... c'est fait pour la version live de Radio Pirate. Merci d'être là. Si jamais vous voulez plus de stock, on est sur Prime également. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com